Bon, on peut y aller. On y va? On y va. Bonsoir, parfait. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la masterclass, la dernière masterclass de séquence 7 de 2022, digo 2024, tout va bien. Ça commence bien, je n'ai pas encore bu. L'état de fatigue dans lequel on est en ce moment. donc, moi c'est Roma, je suis coprésidente de séquence 7 avec Chloé. Et Séquence 7, c'est une association de 400 membres, plus de 400 membres aujourd'hui, un vivier de scénaristes, réalisateurs, réalisatrices, comédiens qui veulent écrire, c'est ça qui nous unit tous, c'est vraiment l'envie d'écrire pour l'audiovisuel. Et donc, on organise beaucoup de choses. On fait une activité et demie par semaine en moyenne. Et nous faisons des rencontres avec des prods, donc des prod dating. On a des partenariats avec des festivals comme le WIP ce week-end. Si vous avez le temps, on a 2 membres de Séquence 7 qui vont pitcher. Nous faisons donc des masterclass comme aujourd'hui. On anime aussi des ateliers d'écriture avec des scénaristes chevronnés qui accompagnent des membres pour développer leur projet. Mais aussi, on fait des ateliers plus courts sur la figure par exemple, comment retrouver son agent ou comment écrire une note d'intention. Donc, on fait des ateliers de différents formats. On fait aussi des rencontres tous les premiers mercredis du mois. Donc, demain, on a notre apéro à Bastille. Donc, ça, c'est un moment ouvert à toutes et à tous pour nous rencontrer et discuter avec des scénaristes. Donc voilà, donc on fait beaucoup de choses. On est très heureux. On est très heureuse d'être là. Je parle heureuse parce que voilà. Et on est soutenu par la SACD. Donc je remercie la SACD pour leur soutien et le CNC aussi. Donc on est financé par la SACD et le CNC. Et voilà, aujourd'hui on est là, comme vous le savez toutes et tous, pour discuter sur les producteurs. Et aujourd'hui ça sera les productrices. Donc, je vais je vais passer la parole à Dius d'abord parce qu'elle va présenter, on fait cette masterclass avec la FGPI, un partenariat avec la FGPI. Et comme ça, je te laisse présenter et après vous vous présentez les unes après les autres. Merci. On m'a dit qu'il fallait que je présente la FJPI, c'est ça? Oui. Alors, je me présente, enchantée. Je m'appelle Gius Laloy, je suis productrice pour une boîte de production qui s'appelle BKE. Et je suis également coprésidente de la FJPI, la Fédération des jeunes producteurs indépendants. Et donc, nous sommes toutes donc à la FJPI et c'est le CA de la FJPI. C'est la crème de la crème du CA de la FJPI. Et, et nous avons Hélène, qui est là, coucou Hélène, notre incroyable administratrice. Donc on se disait qu'avant de peut-être commencer la masterclass, présenter en quelques mots la FJPI. Donc la FJPI, c'est une association qui existe depuis des dizaines d'années et qui a pour but de mettre en relation donc, des jeunes boîtes de production avec des acteurs clés de l'audiovisuel et du cinéma à travers des rencontres, des temps de rencontres tout au long de l'année. Donc comme cette masterclass là par exemple, et le but c'est de mettre en relation donc ces jeunes sociétés de production avec des acteurs très variés. Ça peut être l'institutionnel, des financeurs, des auteurs, voilà. Et puis on a un événement phare qu'on organise une fois par an, en l'occurrence en janvier. Cette année, c'est le 9 janvier. Ça s'appelle la JJPI, donc c'est JJPI, la journée des jeunes producteurs indépendants et productrices, productrices, enfin, vous avez compris. C'est une journée où on rassemble un petit peu toute la profession, donc l'audiovisuel et le cinéma, dans un cinéma. Cette année, c'est le MK2 de bibliothèque. Et le but, c'est de réfléchir à comment se produit demain, avec des thèmes et des sujets très variés autour de l'audiovisuel, du documentaire, du cinéma, de l'intelligence artificielle aussi cette année. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il y a encore des places pour le 9 janvier 2025. Voilà. Pour le reste, je pense qu'on en parlera pendant la masterclass. Tu veux présenter un peu BKE ou pas? Ce serait bien. Ah oui, bah oui.
J'en parlerai un petit peu plus, je pense, pendant la masterclass, mais BKE, c'est une société de production qui existe depuis 10 ans. Depuis 10 ans, oui. On a une particularité, c'est qu'on est une SCOP. On est un collectif de producteurs, d'auteurs, de monteurs, de réals. Et au fait, on produit donc des séries des séries de fiction et des documentaires. C'est notre ligne éditoriale. Et pour le reste, je vous en dirai plus tout à l'heure. Je pense que c'est mieux. Vous avez chacune un micro, on est une grosse prod, donc n'hésitez pas. Juste, est-ce que c'est en train d'enregistrer? Super. Charles nous fait un pouce en l'air. Bonsoir, excusez-moi. Guylaine Choupas-Loubouic, donc je fais effectivement partie du bureau de la FJPI. J'ai créé moi ma structure l'année dernière, en juin 2023, et on produit du documentaire et de la fiction, de la série essentiellement. On est en développement sur 3 projets, dont un avec Roma. En 6x52, et on a notamment été présélectionné là pour le prix Gloria Palatine, dont on aura les résultats là mi-décembre. Je suis associée avec Carlo Fasino, qui est un ancien collègue de Cérimania. J'ai travaillé à Cérimania 2 ans, et qui est toujours qui travaille à temps partiel à Cérimania à la programmation. Donc on est complémentaires en ce sens que il est plus sur la partie artistique que je ne le suis. Voilà. Merci. Sa boîte, c'est Ayato. Ayato Production, pardon. Bonjour, enchantée. Alors moi, c'est Iris Gastelu-Etchegori et je travaille pour la société que j'ai fondée qui s'appelle Le Hangar Production. La société, elle a 3 ans, elle a eu 3 ans cette année. On produit donc du court-métrage. Alors on produit particulièrement du court-métrage de fiction, même si on a fait quelques écarts avec de l'animation et du documentaire. Et voilà, et je pense que nous, notre petite particularité, c'est qu'on essaye depuis environ 2 ans, puisqu'on est 2 donc fondateurs de la société, mais on a une 3e associée qui s'est rajoutée, puisqu'on essaye en fait de développer une branche internationale, notamment au Moyen-Orient. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus, et on a commencé donc notre activité il y a 3 ans, surtout par faire du clip. Donc on a fait énormément de clips, et on a arrêté à partir du moment où on a décidé pleinement de faire du court-métrage. Voilà, à peu près. Merci beaucoup. Merci à toutes les 3 pour votre présence. Et donc, l'idée de cette masterclass table ronde, c'était une envie qu'on avait de donc démystifier et démythifier les producteurs, productrices et la relation qu'on a avec eux. Parce que l'image d'Épinal du producteur, c'est un gros monsieur cinquantenaire, américain, blanc, avec un gros cigare dans la bouche, une chevalière au doigt, et un cœur qui ne pense qu'à l'argent, à la thune, aux floues, au pognon. Et nous, pauvres petits scénaristes timides et sensibles, évidemment, ça nous terrifie de les aborder, de signer avec eux un contrat dont on n'aura pas vu toutes les petites astérix en bas, de leur laisser saboter et sucer la moelle par appât du gain d'un travail dans lequel on aura mis toutes nos tripes et toutes nos blessures d'artistes. Voilà. Et les scénaristes, qui sont-ils ? Sont-ils également des êtres humains comme les autres ? Ou bien sont-ils des pauvres âmes faibles et torturées, pâles comme la mort, enfermées dans une chambre de bonne parisienne, sans chauffage ni eau chaude, à taper et retaper un scénario obscur, à écrabouiller violemment dans leurs poings les pages ratées et insatisfaisantes qui sortent sans discontinuer d'une vieille machine à écrire. Peut-être avons-nous trop vu de films américains des années 50 ou trop de films français nouvelle vague. En fait, peut-être avons-nous vu trop de films tout court, et c'est ça peut-être qui nous réunit finalement. Alors ce soir, on va démystifier et démythifier la relation producteur-auteur et comprendre comment elle peut fonctionner, quels sont les liens qui se créent, comment travailler, comment se rencontrer, comment grandir ensemble, bref, comment nous aimer. Oui, je suis autrice. Et donc, pour commencer, on voulait une question, c'est savoir pourquoi et comment vous êtes devenue productrice. Qui veut commencer ? Alors, je me lance. Moi, j'ai fait des études de cinéma. Je viens du théâtre à la base. Donc, j'ai fait le conservatoire, je faisais du théâtre et j'avais très envie de découvrir le cinéma. J'ai fait une école de cinéma en ne sachant pas réellement qu'est-ce que j'avais envie de faire dans le cinéma.
Et en fait, c'est par aussi le biais d'une amie quand j'étais en dernière année qui m'a dit bah, écoute, c'est génial, il y a un super sujet de documentaire que j'aimerais faire. C'est partir en Inde, c'est aller à la rencontre des réfugiés tibétains à Dharamsala et de suivre comme ça l'évolution de cette ville qui s'est construite sur un modèle tibétain. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que son idée était géniale, mais un peu comment l'accompagner. Elle était réalisatrice, elle avait écrit son truc, comment moi l'accompagner dans ma fonction. Enfin, voilà, qu'est-ce que je pouvais faire. Et du coup, j'ai décidé de le produire. Donc, j'ai monté une association de production. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi découvert ce métier, c'est-à-dire, je me suis renseignée, j'ai travaillé avec elle pour découvrir en fait ce que c'était de partager, mais aussi excusez-moi, je suis un peu malade, mais d'accompagner vraiment un projet et après trouver des sous. Et donc, en fait, on est parti comme ça. On était 4 et moi, je jouais vraiment ce rôle de la productrice sans trop savoir ce que je faisais. Et en fait, on était allé très loin dans cette aventure. On a rencontré le Dalai Lama, c'était incroyable. Et donc, ouais, c'était vraiment une aventure de fou. Et donc, quand je suis rentrée, j'étais assez jeune, hein, j'avais 19 ans, mais j'étais assez sûre que c'était ça que j'avais envie de faire et surtout de travailler en fait avec des gens dont je croyais vraiment en leur travail, en leurs travaux. Pardon. Donc voilà, donc après, ça a été naturel, j'ai enchaîné des stages, et puis j'ai rencontré mon associé avec qui on a fondé du coup la société, où pareil, une de mes amies avait une idée de court-métrage, je trouvais ça assez génial, mais comment l'accompagner maintenant? Le format associatif quand même nous limitait, nous bloquait. Après, on était assez jeunes, donc ça faisait un petit peu peur, puis il y avait le Covid, donc on s'est dit un peu qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis l'envie, je crois aussi, de vraiment voir un jour ce film en fait se faire, et plus un désir de spectateur et de spectatrice. Et du coup, voilà, on a fait une formation, tous les deux, ensemble, pour devenir des étudiants entrepreneurs et pour monter une structure. Et voilà, ça nous a pris un peu de temps. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et voilà, et comme je le disais, en fait, du clip, du clip, du clip, du clip. Donc on s'est fait la main. On a beaucoup travaillé en très peu de temps. On a gagné un peu de sous. Et puis rapidement, nos premiers courts-métrages en développement ont eu des financements. Et du coup, ça nous a entièrement lancé, je dirais. Et du coup, voilà. Depuis, on ne s'est pas quitté et ça fait 3 ans qu'on travaille comme ça. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Guylaine, Alors, c'est un long chemin pour devenir productrice. Moi, j'ai une formation d'avocate, droit des affaires, avocate et juriste d'entreprise. Et j'ai travaillé dans un secteur qui n'avait rien à voir avec l'audiovisuel, puisque j'étais même dans le transport aérien. Et j'ai travaillé pendant 9 ans au siège actuel du CNC, qui était le siège d'aéroport de Paris. La boucle étant bouclée. Et en fait, c'est le hasard, mais on dit toujours qu'il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard. Et en fait, c'est en 2012-2013, en fait, je réfléchissais à ce que je voulais faire et j'ai fait des enquêtes métiers. J'ai rencontré des journalistes. En fait, j'ai toujours été attirée par l'artistique, parce que j'ai des frères et sœurs, ils sont tous artistes. Et en faisant ces enquêtes métiers, 8 mois après, il y a une journaliste qui m'a rappelé, qui m'a proposé de travailler à la chaîne parlementaire comme coordinatrice de son émission politique. Et en fait, ça a été le démarrage, c'était en 2013. Et ensuite, j'ai eu la possibilité, ils m'ont proposé de suivre le D2A, un Master 2 en droit, économie et gestion de l'audiovisuel de Paris 1 INA. Et c'est à cette occasion que j'ai fait mon premier festival, qui était le FIPA, en 2015. Et ça a été un peu la révélation sur les séries, notamment. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné ensuite à Série Fontainebleau, toujours en 2015, que j'ai pu rencontrer Éric Rochant. J'ai réussi à avoir un entretien avec lui, puisque j'avais un camarade qui cherchait des scénaristes de fiction pour un projet de série d'animation. Voilà. Et de fil en aiguille, je me rendais bien compte que c'était quand même un peu compliqué la production audiovisuelle, surtout travailler seul. Ça me rappelait aussi ce travail de profession libérale d'avocat. Je trouve qu'il y a des ressemblances quand même entre ces deux métiers. Et donc, je n'ai jamais eu envie de travailler seul. Je trouve que travailler en équipe, c'est une force. Donc, pour moi, naturellement, on en viendra, bien sûr. Le fait de travailler avec des auteurs, des réals, une équipe, pour moi, c'est assez naturel. Et je trouve ça assez fort, justement. Parce qu'on parle d'intelligence collective et c'est une vraie plus-value. Et ben voilà, suite à ça, en fait, j'ai eu l'occasion, les opportunités de travailler à l'INA pendant 3 ans comme responsable pédagogique du master de production audiovisuelle et du M2 de réalisation de documentaires. Et ensuite, j'ai enchaîné à Sérimania
plutôt toujours sur la partie formation, structuration de l'activité de formation de Cérémania. Et suite à au bout de 10 ans de CDD dans l'audiovisuel, je me suis dit, allons-y. Donc, 7 ans de réflexion pour me dire que je lançais enfin des productions sur des films documentaires notamment, mais aussi de séries de fiction. Voilà. Merci. Alors moi, je savais depuis longtemps que je voulais rencontrer des gens et raconter leur histoire. Et je me disais que être journaliste, c'était le moyen parfait pour faire ça. Mais je pense que j'avais une vision extrêmement idéalisée du métier de journaliste, qui est un très beau métier. Mais au bout de mon premier stage, j'ai surtout réalisé que ça ne me correspondait pas du tout. Et donc j'avais mon master de lettres. Je voulais être journaliste et je me suis rendu compte qu'au fait, non. Du coup, c'était un peu la panique à bord parce que je savais plus trop quoi faire de ma vie. À ce moment-là, du coup, j'ai rencontré par hasard la cousine d'une amie qui avait une boîte de production et qui a accepté de me prendre en stage parce qu'au fait, j'avais rien d'autre à faire de ma vie. Et au fait, je me suis rendu compte que c'était une boîte de production de documentaires, entre autres. Et je me suis rendu compte que c'était super. Dans ma tête, au fait, les documentaires vraiment sortaient comme ça, tout seul à la télé, parce qu'au fait, le réalisateur a dit « Ah, j'ai envie de faire un documentaire ». Et je ne me rendais pas compte de l'équipe, du travail d'équipe derrière que ça demandait. Et donc, voilà, rencontrer les gens, rencontrer l'équipe qui est derrière ce genre de travail. Moi, je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire, bien évidemment. Du coup, j'ai continué finalement mon année sabbatique et j'ai fait 2 stages de 6 mois. Le dernier stage que j'ai fait, donc c'est pour la boîte dans laquelle je suis maintenant, donc BKE. Et à l'occasion de ce stage-là, j'ai coproduit mon premier documentaire qui s'appelle Wax in the City pour Paris Première et TV5 Monde. Et donc en faisant ça, je me suis rendu compte que déjà c'était super kiffant et qu'en plus je savais le faire. Donc je me suis dit allons-y, mais on va le faire sérieusement. Donc j'ai repris des études, j'ai fait un double master entrepreneuriat et production. Après j'ai travaillé quelques années dans des boîtes de production de Paris dont je tairai le nom. Et après, donc, mes associés sont revenus me voir en disant en fait, c'était super bien de travailler ensemble, tu veux pas revenir, voilà quoi, on va faire un truc bien. Et depuis, du coup, voilà, je suis productrice associée pour BKE depuis 5 ans, je pense. Donc pour aucune de vous, c'était l'appât du gain. Ah, si, la thune, bien sûr. Pourtant, c'est le nerf de la guerre, et comme on est dans notre icebreaker, continuons à icebreaker et parlons d'argent. Combien ça coûte de monter sa boîte de prod? Et évidemment, pas seulement d'ouvrir le statut et l'entreprise dans je ne sais quelle administration, mais j'imagine que c'est pas instantanément qu'on peut en vivre. Donc, c'est quoi l'investissement financier pour vous? Je me permets de répondre parce que ça va être assez court. Moi, pour l'instant, je suis associée d'une boîte que je n'ai pas créée parce que ça se voit, hein, je suis jeune. La boîte a plus de 10 ans d'existence. Donc, voilà. Je n'ai pas créé BKE, j'en suis juste associée. Par contre, j'ai créé une deuxième boîte qui s'appelle Tabono. Je suis en train de la créer, donc je suis en plein dedans. Et financièrement, ça coûte pas énormément. Là, on parle de 1 000 € pour voilà, tout créer et tout ça. C'est pas très cher payé pour une boîte de prod. Ça coûte, je pense, surtout mentalement, les nuits de sommeil, tout ça, on oublie. Le stress, l'anxiété, la peur de mal faire, la peur de mal comprendre, la peur de ne pas savoir faire, alors qu'en fait, ça fait déjà des années qu'on le fait. Le syndrome de l'imposteur et compagnie. Donc, je pense que déjà, faut être prêt, quoi. Faut avoir les reins solides, mais pour le reste, je pense qu'elle en parle en plus. Oui, mais je pense que tu résumes assez bien. En fait, ouvrir une boîte de prod, quand on dépose un peu au capital, on peut à peu près déposer ce qu'on veut. Et après, voilà, c'est aussi, malheureusement, c'est injuste, mais c'est qu'est-ce qu'on peut y amener, le temps qu'on peut y passer. Il y a plein de gens qui arrivent à monter des sociétés de production et qui, en fait, à côté, travaillent vraiment à plein temps pour pouvoir monter.
Nous, comme on était en plein Covid et qu'on venait de terminer tous les deux, en fait, on s'est posé, on a pris du temps, on avait un statut étudiant, donc ça nous a donné un peu une forme d'excuse en se disant, OK, on va se concentrer là-dessus. Mais en fait, très rapidement, une fois qu'on a débloqué les premiers sous, on n'a eu plus d'argent. Alors, on a eu la chance de, très rapidement, avec le clip, remplir un peu les caisses, mais on les a aussi assez rapidement vidées. Et là, et on va pas se mentir, enfin, moi, je fais uniquement pratiquement que du court-métrage. On ne vit pas du court-métrage. Donc, je travaille à côté. Je donne des cours de théâtre à côté. Donc, en fait, c'est toujours un équilibre qui se trouve. Et après, je pense aussi que je suis consciente du privilège que j'ai de pouvoir travailler sur cette société parce qu'en fait, j'en ai aussi les moyens. Enfin, c'est vraiment... malheureusement, je pense que ça ne serait pas donné à tout le monde. Et c'est un équilibre que j'arrive à trouver parce que je peux me le permettre aussi. Mais je pense qu'il faut en être conscient. C'est une chance. Pareillement, la constitution d'une structure, ce n'est pas énormément enfin, c'est des sous quand même, hein, parce que c'est 1 000 €, puis après, il y a tous les frais afférents. Par contre, c'est clair que tout ce qui est développement, ça requiert quand même des fonds. Les déplacements au festival, même si on arrive à négocier des tarifs préférentiels pour nos membres FJPI, parce qu'avec certains festivals, c'est ce qu'on fait, on a des tarifs moindres, mais il faut payer effectivement le transport, le logement. Enfin voilà, il faut vraiment se débrouiller. Donc non, on n'est pas des productrices. D'abord, nous sommes jeunes productrices, c'est-à-dire avec des sociétés qui sont juste en train de débuter. Donc ça prend du temps. C'est clair qu'en termes de stratégie, en tout cas pour gagner de l'argent, effectivement, il faut que soit on a un petit peu d'argent de côté, ou on travaille à côté, ou comme pour mon cas, j'ai la chance d'avoir encore une allocation Pôle emploi, donc ce qui me permet mais c'est clair que pour l'instant, sur la production, je peux pas me payer on ne peut pas se payer tant qu'on n'a pas produit un film. Donc là, en l'occurrence, à Yato, on a un documentaire, un 52 en préachat de Canal+ Réunion. Mais le temps qu'on on ait finalisé la post-production, tout ça, on ne se paye pas tout de suite. Alors, on paye les auteurs, RIS, on paye les techniciens, mais nous, ça vient vraiment à la fin. Donc après, c'est plutôt sur des projets de plus grande envergure, euh, soit un meurtra, effectivement, où on sait qu'on peut se faire une marge, même si, effectivement, on n'a pas envie de le faire, mais n'empêche qu'il faut faire rentrer du, de la, des, sous, des sous dans la structure. C'est effectivement une réflexion qu'on peut avoir de faire ce genre de choses, quoi. Voilà. J'ai perdu. Ah oui, tout à fait. Et du coup, oui, en fait, pour mieux comprendre, mieux appréhender ce que vous faites, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quelle est la journée classique typique d'une productrice de 2024? Qu'est-ce que vous faites de votre temps, en fait, pendant que nous, on attend? Ça viendra après, ça viendra après dans la partie réquisition. Alors, je trouve que c'est quand même une particularité de ce métier, c'est que c'est quand même une chance, c'est que les journées ne se ressemblent pas forcément. Ça va un peu dépendre aussi de là où on en est, de quel stade en fait. Enfin, il y a des moments où on va être dans une effervescence parce qu'il y a un tournage dans 2 mois, donc du coup on est vraiment sur le qui-vive et on va travailler à temps plein toute la journée. Il y a d'autres moments, c'est des moments de dépôt, donc en fait ça va très vite aussi, donc on va être débordé. Il y a d'autres moments qui vont être plus calmes, ça va être des moments de développement. Donc c'est très compliqué, je trouve, de résumer une journée. Mais après, je sais pas, je peux vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui, si vous voulez. Non, mais par exemple, aujourd'hui, j'ai beaucoup lu. Donc j'ai pris du temps pour beaucoup lire. J'ai pris du temps pour aussi pour faire de la compta, ce qui est super, c'est super intéressant. Mais voilà, pour reclasser, pour retrier. Et en même temps, la semaine dernière, c'était aussi une semaine à la course au dépôt. Donc ça va très très vite, on se lève très tôt le matin, on se couche très tard le soir, on relit. Voilà, moi personnellement, ce que j'aime le plus dans ce métier, c'est vraiment les réunions avec les auteurs et les autrices. C'est des réunions de travail, je trouve ça hyper agréable. Je trouve que d'avancer sur un scénario, de prendre du temps, nous, c'est un peu notre particularité. Orfeo qui n'est pas là, mais un point d'honneur, il a beaucoup travaillé l'étude du scénario et c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec du cœur. Donc ça, c'est du temps aussi qu'on prend dans nos semaines pour passer du temps avec nos auteurs, nos autrices, que ce soit en présentiel
ou en Zoom. Mais, mais voilà, donc chaque journée est particulièrement différente. Demain, je vais passer ma journée en festival. Donc voilà, je serai aussi en festival jeudi, vendredi, au WIP d'ailleurs. Donc voilà, c'est compliqué de donner une journée très type, je trouve. J'aimerais rajouter le truc hyper funky, c'est la compta. C'est un truc de dingue. Ça prend un temps infini. En fait, il faut se discipliner parce que, heureusement, enfin, faut prendre un expert comptable. Donc, il faut scanner les factures, les envoyer, enfin, voilà, enfin, regarder le compte bancaire. Donc, ça, il y a toutes ces parties-là aussi qu'il faut faire au-delà de l'aspect artistique. Et puis aussi, ben, à la limite, on aurait pu prendre une semaine type. C'est aussi des rendez-vous d'auteurs, autrices, réal, aussi des futurs partenaires, copros, des chaînes, mettre en place aussi des formations parce que en tant que productrice, ben, on se forme. Moi, j'arrive juste de la Fémis, là, en fait. C'était le dernier jour. Et c'est super intéressant parce qu'on fait aussi du réseau et on rencontre d'autres personnes qui permettent que voilà, ben, on puisse mettre en place des nouveaux projets. Si, je pense que vous avez tout dit, hein. C'est difficile de vraiment vous décrire ce qu'on fait de nos journées parce qu'en vrai, ça n'a aucun sens parfois. Ça n'a aucun sens. Entre les urgences, les rendez-vous et les déplacements aussi, je trouve que, enfin, il y a énormément de déplacements. Euh, Moi, je reviens d'un festival à Montréal qui s'appelle le RIDM, qui est incroyable. Et après, quand on revient de festival, directement, il faut être dans l'instant d'après. Et au fait, les gens, ils s'en fichent que, au fait, on vient de se manger 8 heures d'avion. On a dit qu'on serait là, donc il faut être là. Donc on enchaîne les rendez-vous. Et puis après, à la fin de la journée, on ne sait plus comment on s'appelle. Mais il y a aussi des jours où, comme aujourd'hui, je l'avoue, j'étais en pyjama jusqu'à 13 heures en train de parler à Hélène au téléphone et à appeler plein de gens et tout ça. Donc c'est aussi pour ça que, enfin moi personnellement, j'ai fait ce métier, c'est que je peux jamais me dire ah non mais vraiment ça fait 3 mois que je fais la même chose. Jamais, ça n'existe pas. Donc ça c'est cool. Et du coup, qu'est-ce qui vous séduit dans un projet qu'est-ce qui fait qu'il y a un projet? Qu'est-ce qui, chez vous, vous titille et fait que ça va vous intéresser plus qu'un autre? Ah, ça c'est une question qui est super intéressante. Euh, de façon un petit peu plus globale, moi ce qui me plaît euh, dans un projet, c'est deux choses. C'est le côté très singulier quand je lis quelque chose et que j'ai l'impression que euh, c'est cet auteur-là qui peut porter ce projet et personne d'autre. Parce que ça va aller, madame? Non, mais il n'y a pas de On est en souci. train de perdre Vous Gul. voulez de l'eau? C'est la saison, ouais, je pense. Euh, Donc je disais oui, en lisant, je me dis que c'est cette personne-là qui peut porter le projet et personne d'autre parce que à sa manière d'écrire, à sa tonalité ou à sa façon de voir les choses, on se dit mais j'ai encore jamais lu ça. Déjà ça m'intrigue énormément. Donc ça peut être n'importe quel sujet quand j'ai l'impression que la voix qui porte le sujet, c'est une voix qui est hyper singulière, qui a vraiment son univers, sa conception des choses et tout ça. Donc il faut vraiment, euh, pour moi, faire en sorte de montrer qui vous êtes dans ce que vous écrivez. Et puis après, en termes de sujet, je pense que ça va être d'une banalité incroyable, mais j'aime bien que donc de parler avec un ton singulier, mais au niveau des sentiments, de toucher à l'universel. Donc je pense que ça fait hyper longtemps que vous entendez ça. Et pour en arriver à ma ligne éditoriale, je suis plutôt dans... j'aime bien les projets qui traitent de culture, qui traitent d'identité, qui traitent euh, de peut-être de nouvelles normes, de nouvelles façons de voir les choses. Et tout ça aussi, j'aime bien le retrouver dans la note d'intention. Pour moi, le cœur d'un projet, quand on ne connaît pas l'auteur qui nous envoie un projet, le cœur de ce qu'on lit, ça va être sa note d'intention parce que c'est là où on voit sa vision du monde. On voit aussi pourquoi est-ce que
il veut porter le projet et pourquoi lui et pas un autre, ou pourquoi lui ou elle et pas un autre. Donc voilà. Je trouve ça très intéressant et c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il y a autant de producteurs et de productrices que de visions un peu d'un projet, de savoir en fait ce qui anime ou ce qui anime pas. Moi, petite confidence, l'exercice du pitch, c'est quelque chose que je trouve très, très compliqué. Et je ne suis pas une grande fan. Pourtant, je vais être jury là pour un festival de pitch, hein. Donc voilà. Mais en fait, c'est hyper intéressant parce que je trouve que c'est très, très compliqué de pitcher. C'est très normé et c'est normal, ça doit être normé. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que j'aime, et c'est aussi très différent par exemple d'Orfeo avec qui je travaille, mais moi, ce que je vais aimer, c'est la rencontre avec quelqu'un et c'est de parler du tout autour. C'est vraiment de parler de l'histoire avec des mots différents. Je sais qu'on a besoin d'un milieu, enfin voilà, d'un début, d'un milieu, d'une fin, qu'on a besoin d'éléments déclencheurs, c'est une évidence. Et je ne renie pas du tout ça, mais j'aime la rencontre en fait. J'aime la rencontre avec des humains. J'aime savoir un peu, mais comme tu disais, je pense que c'est la particularité d'un film, c'est l'originalité, c'est ce qui va faire que d'un coup, on va voir les choses ensemble de la même manière. Donc c'est pour ça que c'est vrai que le côté très formel, c'est compliqué. Mais en même temps, voilà, le whip, là, je ne sais pas si vous allez y aller. Et moi, j'ai eu le plus beau pitch de l'histoire des pitchs il y a quelques années. Et je vais vous raconter l'histoire parce que je la trouve assez dingue. Mais en fait, c'est des pitchs qui durent 10 minutes et très personnalisés en fonction des auteurs et des autrices qui portent les projets. Et notamment, il y a une jeune fille qui est venue, qui avait fait Sciences Po, qui pitchait une comédie et qui est arrivée sur scène en disant bah écoutez, en fait, moi, je viens pas du cinéma, donc j'ai jamais appris à faire ça. Par contre, ce que je sais faire, c'est des PowerPoint. Et du coup, bah, elle a fait un PowerPoint de son film. Et comme c'était une comédie, elle a tout créé pour que ça fonctionne. Et du coup, on voyait qui elle était, on voyait les qualités de son film, on identifiait ses personnages, on identifiait le ton. Enfin, je trouvais que c'était. Et d'ailleurs, on s'est tous battus pour elle, on va pas se mentir, parce que d'un coup, c'était très très complet. Et c'est vrai, je crois que la singularité, c'est quelque chose d'hyper important, mais en fait, j'avais envie qu'elle m'en parle davantage. Enfin, j'avais envie de plonger dans son univers. Donc voilà, je crois que moi, c'est ça qui me séduit énormément. C'est, je sais pas, c'est la dynamique qu'on peut mettre dans la manière de raconter un film. Tu veux rajouter un truc? Alors, on enchaîne. Et qu'est-ce que vous attendez de la relation de travail auteur-producteur? Alors, moi, j'aime bien effectivement rencontrer les auteurs et les autrices. D'abord, effectivement, pour connaître leur univers et puis les histoires qu'ils ont envie de raconter, que ce soit en documentaire ou en série. Alors, c'est vrai que comme je vous disais, je suis associée avec Carlo qui est plutôt sur la partie artistique, qui va vraiment faire le suivi avec l'autrice ou l'auteur. Mais on se met déjà d'accord, enfin, on prend toujours la décision ensemble de partir sur un projet ou pas. Donc, moi, c'est vraiment, alors je ne vais pas dire coup de cœur, mais tous les projets qui ont un impact social ou sociétal m'importent. Donc là, par exemple, on est parti sur un documentaire sur la poésie à langue créole à La Réunion. C'est auprès de jeunes enfants qui sont dans une classe de CM1, CM2. Et en fait, c'est l'apprentissage de la résilience grâce à la poésie en langue créole. Donc ça c'est quelque chose qui me porte. En série, on peut être sur des projets où justement celui de Roma, qui est un fait, euh, un fait réel, qui est un scandale politico-sanitaire d'une ampleur sans précédent en Espagne, mais qui a aussi une répercussion en Europe. Et voilà, ce sont des sujets qui m'intéressent. Donc à partir de là, il y a le sujet, la reine, bien sûr, mais aussi la personnalité de l'auteur et de l'autrice. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans un échange permanent. Quand il y a des questionnements, de pouvoir répondre à ces questionnements, s'il y a une difficulté, d'être présent. Moi, c'est ma façon de travailler, mais je pense que mes collègues, c'est aussi la même chose. Après, c'est aussi de faire attention à ne pas avoir trop de projets pour ne pas être dispersé et pouvoir répondre justement aux attentes des auteurs, des talents qu'on accompagne. Des attentes particulières sur la relation, des fantasmes sur comment ça devrait se passer selon toi?
Je sais pas s'il y a des fantasmes, mais c'est vrai que bah, bien, hein, pas mal. Non, bah, on a envie de transparence, je crois, des 2 côtés. Donc c'est vrai qu'en plus, moi, je vais parler de court-métrage, mais du coup, les moyens sont quand même pas énormes. Voilà, donc nous, on peut pas payer, heu, des monts et des cents. C'est forcément qu'il y a on va dire, j'allais dire un privilège, ça n'a strictement rien à voir, une prioritisation, pardon, du fait que, bah, les scénaristes, oui, quand je sais pas, quand il y a un tournage, quand il y a un truc, bah, ça prend beaucoup de temps et donc du coup, bah, des fois, nous, on attend aussi. Donc je pense que c'est avant tout une très, très bonne communication. C'est de dire quand est-ce qu'on est disponible, de respecter aussi ce qu'on se dit. C'est-à-dire, nous, quand on doit s'engager à faire un dépôt de dossier, il faut qu'on le fasse. Un scénariste, une scénariste, il faut qu'elle s'engage aussi, tout pareil, à respecter des délais de version. Mais pour moi, tout ça, c'est avant tout une très très bonne communication. Et je trouve que voilà, quand on travaille ensemble, forcément, on est dans des relations professionnelles. Donc, on n'est pas des meilleurs amis, on n'est pas des frères ou des sœurs, mais on n'est pas non plus simplement que des collègues de travail. Enfin, il y a vraiment quelque chose en plus qu'on partage. Et ça, je trouve ça hyper important. Je trouve ça hyper important qu'on puisse se parler, je trouve ça important qu'on puisse partager des choses. Nous, il y a une autrice là, avec qui on va faire un petit ciné-club, mais parce que c'est aussi c'est un lien avec le film qu'on essaye de monter. Donc on a créé un cadre vraiment à travers notre relation pour se nourrir en fait ensemble au vu du bébé qu'on est en train de faire ensemble, son film quoi. Donc voilà, moi je dirais avant tout du partage et de la transparence quoi. Et du coup, on a beaucoup parlé de rencontres humaines, et voilà. Mais du coup, et là, on arrive à notre chapitre numéro 6. Jeune scénariste cherche productrice engagée. Comment se rencontrer? Quels sont les différents cadres de rencontre et les plus efficaces, selon vous? Alors, il y a aussi, on pourra parler entre autres des mauvaises pratiques qu'on peut nous faire sans se rendre compte, et à l'inverse, qu'on peut vivre de l'autre côté. Et comment on se rencontre? Donc, évidemment, il y a les festivals, les associations, il y a l'envoi de mails. Pour vous, quels sont les meilleurs formats? Est-ce que je peux revenir juste sur l'avant-dernière question, enfin la dernière Non, c'est question? trop tard, bien sûr. Pardon. Parce que j'allais répondre, mais il y a un point dont on a parlé un petit peu entre nous, et je pense que c'est important aussi de le transmettre, c'est que, comme tu as dit, Iris, c'est une relation qui doit être basée sur la confiance, parce que quand on choisit son producteur, il faut bien se dire que son producteur, Iris, faut bien se dire que c'est des relations qu'on va tenir sur 2 ans, 3 ans. Enfin, il faut se dire que c'est du temps extrêmement long. On va voir une personne assez régulièrement, et il faut être capable de se dire les choses, et surtout s'assurer très tôt dans le projet et tout au long du projet qu'on a bien le même projet en tête, qu'on a bien envie de chaque côté de faire le même film. Parce que j'ai eu cette expérience au tout début de ma jeune carrière. Euh, je me suis rendu compte au milieu du projet qu'au fait, je n'avais pas du tout compris le projet que mon autrice voulait faire. Et donc, du coup, ça a été un point où on s'est assises, on s'est mis l'une face à l'autre, et on s'est dit, bon, en fait, on va se dire les choses, parce que c'est quand même compliqué qu'on se rende compte au milieu du projet qu'en fait, il y a des éléments clés qui chacun nous ont échappé. Et je me suis rendu compte, parce qu'il faut aussi parfois faire le procès de sa personne, je me suis rendu compte que j'ai pas validé ces points-là avec elle tout du long du projet, et que elle, étant aussi une jeune autrice, il y a des points où, en fait, elle va pas forcément avoir les codes ou le mot qu'il faut pour dire attention, ça pour moi c'est hyper important, ça on n'enlève pas, et que du coup c'est des non-dits qui traînent, et puis quand on se retrouve au montage, il y a des choses qui explosent, et donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'assurer à chaque moment du projet qu'on fait le même projet, et donc ne pas hésiter à communiquer, voire à surcommuniquer aussi, et pas se dire que ah mais de toute façon je lui dirai plus tard, ou ah de toute façon c'est pas important. Faut communiquer, pas avoir peur d'être loup. Et pour où est-ce qu'on se rencontre? Moi personnellement, vous me rencontrez en festival 90% du temps. Sinon, pour tout ce qui est par exemple avant-première, projection et tout ça, vous
vous n'allez pas souvent me rencontrer parce que j'arrive, je regarde le film, je pars, c'est pas bien, mais j'ai beaucoup de temps en festival parce il y a des pitchs déjà de festival et puis après il y a aussi le temps de rencontre, on boit un verre, on apprend à se connaître. Et dans la posture, je pense aussi que il faut être assez simple, se présenter ses projets et pas faire le pitch de l'ascenseur sur 10 projets les uns à la suite des autres et tout ça. C'est d'abord c'est d'abord se rencontrer, donc rencontrer une personne, prendre le temps de voilà de se présenter, de présenter ses projets de façon assez simple, je pense. On parlera après du bon pitch et du mauvais pitch. Mais justement, quelles sont par exemple, quand on envoie un mail, les mauvaises pratiques, les bonnes pratiques, qu'est-ce qui vous rebute de façon générale? Évidemment, il y a chacune avec sa propre sensibilité, mais il y a quand même des trucs un peu de façon générale. Quand on s'était vu pour préparer les prod dating, c'est toi qui avais dit, oulala, attention, l'effet catalogue, on est 70 à trouver ça insupportable. Bon, après, tu nous as dit que toi, finalement, ça ne te dérangeait pas, mais que globalement, la plupart des prods n'aimaient pas ça. Donc, vite, on a envoyé un mail au scénariste en disant, attention, pas de catalogue, vous choisissez un projet. Enfin, voilà, et c'est des trucs aussi qui peuvent faciliter l'échange parce qu'on sait ce qui fonctionne de l'autre côté, on se tient au courant. Quoi. Moi, je pense que pour les projets, enfin, en tout cas pour la rencontre, la meilleure façon quand même, c'est de se voir. Parce que les mails, si on ne connaît pas la personne, on est des êtres humains, donc c'est plus compliqué, enfin, je trouve, d'approche. Après, si on s'est déjà rencontrés, que ce soit en festival ou lors de pitch, qui sont organisés par Séquence 7, par exemple, euh, ce qui est bien, c'est de relancer, bien sûr, et il ne faut jamais hésiter à relancer une productrice ou un producteur, parce qu'en fait, on est sur tous les fronts, et donc, c'est pas gênant. Après, il faut que effectivement, et mea culpa pour moi ou certaines de mes confrères, consoeurs, mais effectivement, il faut se positionner à un moment donné pour dire si on est intéressé, pas intéressé, et pas laisser courir, en tout cas, le temps de réponse, qui n'est pas toujours évident, je reconnais. Alors, moi, personnellement, j'ai rien contre les mails. Au contraire, je trouve qu'en vrai, c'est vrai que souvent, quand on est alors en festival, c'est différent, mais quand on peut être un peu comme ça, des fois on est fatigué, la journée a été longue, on a envie de rentrer, on n'est pas forcément attentif. Alors qu'il y a quelque chose avec les mails, nous, on prend le temps, on choisit. C'est juste que je trouve qu'il faut bien les faire, ces mails, et que moi, je trouve que l'erreur principale, en fait, qui est faite, c'est que c'est des mails qui ont été envoyés trop tôt. Et souvent, c'est des très, 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 très gros mails avec tout de suite une continuité en mode c'est la V15. Et en fait, souvent, c'est très lourd à recevoir et on en reçoit beaucoup. Et c'est vrai que des fois, je suis mauvaise élève, mais on essaye quand même vraiment de tout lire jusqu'au bout. Et en fait, ça prend une énergie pas possible. Et c'est là où je pense qu'il faut bien penser à quand est-ce qu'on envoie son projet, en fait. Il y a des tampons, et c'est vrai que ces tampons, quand on ouvre un mail et qu'on dit, bah voilà, moi, mon projet, il est passé par la résidence sud, il est passé par Séquence 7, il est passé par Moulin d'Andé. Tout de suite, le regard, il va être aussi différent. Tout de suite, moi, j'ai besoin de voir aussi. C'est vrai que je suis particulièrement sensible à des, on va dire, à des auteurs, à des autrices qui ont déjà fait. Donc, pas forcément des films produits, hein, des films autoproduits, mais comme on va faire du cinéma, bah, j'aime bien voir, en fait. Donc voilà, en fait, c'est tout ça. Mais je pense que ça va vraiment dans ce que je disais sur comme je ne suis pas une grande fan du pitch vraiment très scolaire, je suis sensible en fait à tout ce qu'il peut y avoir autour. Et en fait, des fois, c'est un mail où il n'y a même pas de pièce jointe. Et juste, voilà, on parle du projet, on me dit là où en est le projet, on me parle un peu de l'expérience de la personne, du parcours, et on me montre, on me dit, bah voilà, moi j'ai réalisé tel truc, c'était là, on me l'envoie, je vais peut-être pas regarder jusqu'au bout, mais je vais quand même regarder. Et puis après, on se rencontre. Enfin, ça crée en fait quelque chose, ça crée un lien quand même que je trouve qui est très intéressant. Mais ça m'étonne que j'ai dit que j'étais pour les catalogues, parce que justement, je suis pas très. Ah oui, parce que voilà. Autant pour moi. Oui, parce que je suis pas très fan des catalogues. Autant pour moi. Je vous intervertis, mais vous étiez. Oui, mais En en zoom fait, sur c'est la pas photo. forcément des catalogues. Je veux dire, si une autrice ou un auteur a plusieurs projets, déjà, il en présente un, et puis en fonction de la sensibilité, la manière de le présenter, l'écriture, je sais pas, on a envie d'avoir d'autres projets éventuellement qui seraient dans la besace. Donc, c'est pour ça. Mais effectivement, si c'est en mode tac, 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 peut-être qu'effectivement, c'est un peu plus rebutant. Et justement, on parlait des pièces jointes, des continuités dialoguées tout de suite dans un premier mail. Est-ce qu'il y a des risques justement en faisant ça quand on est jeune scénariste?
Ouais, d'envoyer tout de suite toute notre âme Sans connaître. entièrement de début à la fin. Ouais. Bah, au fait, il y a plusieurs risques. Déjà, le premier risque, c'est que la productrice va pas forcément avoir le temps de lire une cinquantaine de pages et va se démotiver dès le départ. Parce qu'on on est des mauvais élèves, vraiment, on est terribles. Mais il y a aussi ce truc de... ça dépend aussi si vous connaissez la personne à qui vous envoyez un mail. Parce que vous venez de passer des mois, voire des années à faire un projet qui vous tient énormément à cœur. Si vous l'envoyez à quelqu'un que vous ne connaissez pas et dont vous ne connaissez pas les intentions, on ne peut pas partir du principe qu'il n'y a vraiment aucun risque que la personne se dise « Tiens, j'étais justement en train de faire un sujet qui était un peu sur le même thème, alors je vais me servir à droite à gauche. » Et après, ça pose d'autres problèmes et c'est dommage. Mais moi, pour ma part, j'aime bien quand on m'envoie quelque chose de plutôt court, avec ses intentions qui sont vraiment bien explicitées, mais pas forcément se lancer dans du dialoguer et compagnie, vraiment voilà, prendre la température déjà, et ensuite se dire si ça vous intéresse, bah, on peut se faire un rendez-vous, après on se fait un rendez-vous, si ça nous intéresse encore à la suite de ce rendez-vous, et on peut voir pour avoir plus, mais pas donner toute son âme comme ça dans le premier mail, ça peut être dangereux, enfin, de mon point de vue. Puis alors en plus, je peux rajouter un petit truc, mais parce qu'en fait, c'est quand même assez souvent arrivé, et en plus souvent des projets qui avaient l'air bien, mais souvent en fait, mais c'est normal, hein, et nous, il y a aucun problème avec ça, mais souvent, les scénaristes contactent plein de boîtes de prod, ce qui est totalement entendable, mais du coup, ça crée aussi quelques coquilles, et donc nous, on a été les films Grand 8, on a été Dunk Film, on a été... et du coup, et c'est vrai que c'est pas très grave, et je crois même qu'une fois, le projet était quand même intéressant, donc on a même rencontré la personne, mais c'est vrai que ça crée quand même un tout petit malaise au début en mode alors nous, non, nous c'est pas Roméo, salut. Donc voilà, je pense que c'est aussi ce genre de choses où effectivement il faut peut-être mieux, un petit peu plus sélectionner, et pareil, on se doute que personne n'a vu tous nos films, tout notre catalogue, et la plupart du temps il y a des gens qui nous disent aussi on a vu vos films, t'es en mode mais comment est-ce possible? Parce que franchement, à part peut-être avoir des comptes Unifrance, mais même ça, on n'est même pas sûr que les films soient accessibles. Donc voilà, je pense que c'est là où il faut être transparent. Et non, voilà, je cherchais, je suis tombée sur votre boîte, j'ai vu des trucs qui sont... J'adore ce que vous faites. Et je fais quoi? Du cinéma. Et donc, on va en revenir à cet éternel. Et ensuite, on viendra aussi à nous, nos petits griefs, parce qu'on en a quand même. C'est quoi un bon pitch? C'est combien de temps? C'est où? C'est quand? Donc, vous avez commencé à répondre à la question. Donc, plutôt pas trop d'effets catalogue, plutôt faire savoir qui on est rapidement pour contextualiser le projet qu'on a envie de vous présenter. Je vais vous raconter une histoire qui me fait bien marrer depuis un moment. J'étais à Dakar Série, qui est un chouette festival au Sénégal sur les séries de fiction en Afrique francophone. J'étais avec une productrice qui s'appelle Laurence Lascari, comment on dit ça, qui a une bitching resting face. C'est-à-dire que quand on la voit, la plupart du temps, elle a l'air de ne pas être contente d'être là alors que tout va bien. Et donc, on était en train de boire un verre, mais on voulait aller retirer de l'argent. Enfin, on était en train de partir. Et il y a une autrice qui est pour le coup assez connue en plus au Cameroun, dont j'ai oublié le nom, mais qui est assez connue au Cameroun, qui avait un super projet à pitcher à Laurence. Elle me l'avait pitché à moi, elle m'avait demandé est-ce que tu penses que je peux le pitcher à Laurence? Bah oui, c'est du long, vraiment, vas-y, et tout ça. Trouve juste le bon moment. Et au fait, elle est arrivée auprès de Laurence et elle a commencé à lui pitcher son projet donc, pendant 10 minutes, tunnel. Et donc, il y a Laurence qui était comme ça. Et ça a duré 10 minutes et moi, j'étais en face et c'était vraiment un moment très gênant parce que le projet était chouette. L'autrice vraiment super chouette, Laurence super chouette, mais c'était une rencontre qui était totalement ratée parce qu'elle a juste oublié de demander à Laurence est-ce que tu as 5 minutes et Laurence n'a pas voulu l'arrêter dans son pitch, donc du coup c'était un moment qui est super gênant. Donc peut-être le premier conseil, tout con, mais c'est de demander est-ce que là j'ai ton attention pour pitcher.
Et vraiment, on va vous le dire, hein, on va vous dire non, mais peut-être, voilà, on se prend un rendez-vous dans 15 minutes, ou oui, là, tu peux pitcher, là, il faut tout envoyer, mais au moins avoir ça déjà comme premier élément. Oui, parce qu'on nous dit, allez en festival rencontrer des prods, mais Parfois, les tu peux prods, être là. ils sont émotionnellement, ils sont ailleurs, Voilà. ils ont 15 milliards de rendez-vous, et parfois, juste le demander, ils vont très vite vous le dire, ah, pas le temps. Et puis après, effectivement, je trouve que le meilleur endroit pour pitcher, c'est en festival. Parce que, et en plus, il y a des endroits où on a des lieux de pitch où les gens sont là pour vous rencontrer. Parfois, ils ont même lu un petit peu vos projets en amont. Donc, je trouve que, en tout cas, si j'étais autrice, c'est super confortable d'aller à un endroit où les gens sont prévenus de ce qu'on va faire à cet endroit. Et après, les pitchs hors festival, où moi, déjà un petit peu plus de mal. J'ai vraiment besoin D'un cadre pro qui dise que c'est le moment, quoi. ou au moins de connaître la personne, de connaître son genre, son univers. Et avant de lui dire, ah, mais moi j'aime bien ce genre de thème, qu'est-ce que t'as, est-ce que tu veux pitcher quelque chose, parce que souvent on va me pitcher des trucs dont on va me pitcher des choses qui correspondent déjà pas du tout à ce que je fais. Parfois, c'est du long métrage. Je fais pas du tout de long métrage. Et, euh, et c'est gênant, je pense, en tant que productrice aussi, parce que les gens viennent nous voir avec énormément d'espoir, et passer sa soirée à aider les gens en disant bah non, bah non, bah non, c'est lourd aussi. Nous, on aime bien aussi être un peu positif. Et en fait, imaginons que voilà, donc on a parlé un petit peu de la rencontre, donc la rencontre idéale. Imaginons voilà, on a fait une chouette rencontre, où la chouette scénariste a envoyé son projet, et voilà que les minutes, les heures, les jours passent. On n'a pas de réponse. Et donc voilà, j'arrive à la question de la relance dont on parlait tout à l'heure. C'est comment relancer, à quel moment, comment faire, comment s'y prendre. Voilà, des conseils. Alors la relance, faut la faire bien sûr, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, on est on est occupé, donc on a plein de sujets en tête. Et enfin, en tout cas, typiquement, moi, je sais que je dis toujours, n'hésitez pas à relancer SMS, mail. Alors, il ne faut pas que ce soit 10 SMS dans la journée, mais en tout cas, envoyer le mail. S'il n'y a pas de réponse, voilà, au bout de quelques jours, il ne faut pas hésiter. Et il faut vraiment, voilà, faut pas hésiter à relancer en fait. Moi, c'est ce que je pense, que ce soit mail et si vous avez le numéro de téléphone, d'appeler. Voilà, c'est pas. Si Carrément t'appeler. oui, enfin SMS aussi. Enfin, Et s'il n'y est-ce a pas qu'il eu faut. de. Ouais, pardon, j'ai un peu peut-être mal. Enfin, c'est très bien, mais je me demande. Imaginons que là, on a fait une chouette rencontre. J'ai un projet, mais en tant qu'auteur, autrice, on n'est jamais sûr. On est toujours à peaufiner le moindre détail. Est-ce qu'il faut attendre avoir le projet parfait, quitte Non, à attendre 2 non, mois après la rencontre? non, Voilà. pas du tout. Pas du tout, parce que justement, l'idée, c'est de travailler aussi en équipe, c'est-à-dire de faire avancer le projet en fonction aussi de, si c'est de la télé, de réfléchir aussi au type de diffuseur ou de plateforme que ça pourrait intéresser, et donc d'orienter aussi l'écriture ou le format éventuellement. Mais non, non, il faut pas trop travailler de son côté. Il faut travailler avec la productrice ou le producteur pour avancer, pour ensuite proposer, enfin déjà signer aussi un contrat si la productrice est intéressée. Contrat, une option ou une cession de droit en fonction du type de projet. Et ensuite travailler pour effectivement délivrer un document pour un diffuseur, pour un dépôt écriture CNC. Voilà. Donc, mais ça se fait de concert avec la prod. Voilà. Oui, donc il y a un temps. Évidemment, on peut presque même vous solliciter sur une idée finalement. Non, elle a dit non. Elle a dit non. Oui, bah une idée qui est mise en forme quand même. Oui, oui, mais on n'est pas obligé d'avoir un projet déjà bien détaillé. Bah, Ça peut être vous n'avez pas besoin d'avoir une très pré-bible naissant. ou une bible. Ouais. Parce que ça peut être une commande de texte. Mais je pense aussi que malheureusement, il y aura autant de gens que d'expériences, que d'envie, que d'avis, que je trouve ça hyper compliqué en fait. Par exemple, c'est vrai que moi, la plupart du temps, quand on rencontre des gens donc en pitch dating et qu'on a un projet et qu'on
qu'on discute, qu'on est riche de retours et qu'on est en mode bah, je vous le renvoie, on est en mode mais prends ton temps. C'est pas, là, on vient de parler, il n'y a pas d'urgence directe en fait. Ça rentrera en développement quand ça rentre en développement. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir les choses les plus travaillées, entre guillemets, ou en tout cas où on sent qu'il y a eu une évolution, parce que c'est ça qu'on va regarder en fait. Ce qui est intéressant dans les rencontres avec des auteurs ou des autrices, c'est entre guillemets ce premier rendez-vous, parce que d'un coup, on sait aussi si humainement parlant, ça va matcher. Le deuxième rendez-vous, on va savoir si on voit le même film. Et le troisième rendez-vous, on juge aussi les capacités. Mais comme vous devez le faire par rapport à nous, hein, mais nous, on doit le faire par rapport à vous. En fait, on juge la capacité de retour, c'est-à-dire est-ce que ce qu'on vous dit, ça fait sens et est-ce que vous êtes capable d'appliquer les retours qu'on a, tout en sachant qu'on parle encore de sensibilité parce qu'on est de personne à personne. Ça se trouve, Guylaine qui est à côté de moi ferait complètement d'autres retours et ça serait totalement différent. Et c'est pour ça qu'on insiste sur ça peut être des très belles rencontres et pour autant ne pas aboutir parce qu'on voit pas le même film. Tout simplement, il y a eu des très très beaux projets dans mes mains où je voyais un film, la personne en face voyait un autre film et on n'est pas partis ensemble parce que malheureusement on pouvait pas. Et c'est vrai que c'est dur et c'est frustrant. Et je vous rassure, c'est aussi frustrant de l'autre côté, mais c'est tellement important, je crois, ce truc de pas se précipiter et de comprendre en fait les choses, elles sont naturelles. Les choses, elles sont naturelles dans de la compréhension, enfin, s'il y a de la bienveillance des deux côtés, je crois que ça peut se faire assez simplement. Et c'est vrai que voilà, moi, la plupart des projets qu'on a du coup dans nos caisses, chaque projet a été différent, mais on en a discuté, ouais, ça a été fluide, quoi. Je sais pas trop comment répondre autrement à la question. Tu voulais rajouter quelque chose? Non? C'est bon. Je ne sais pas si on peut passer à la partie dure du contrat. La partie, le travail, le sérieux. Faut-il un contrat pour s'aimer sereinement? Et à quel moment doit-il arriver? Bah, moi, je peux juste enchaîner parce que du coup, ça faisait vraiment écho à ce que je disais. Du coup, sur le troisième rendez-vous. Mais on le dit assez rapidement quand on rencontre et que voilà, on est en mode on va se revoir une fois, deux fois, trois fois. Et au bout de troisième fois, on fait une proposition de contrat. Petite chance si vous êtes suivi par un agent parce que c'est plus simple. Ça permet aussi en fait de faire rentrer une tierce personne, donc du coup de ne pas être directement en contact de ces questions qui vous emmerdent, mais qui en plus nous emmerdent aussi la plupart du temps, mais qui sont assez importantes. Donc oui, un contrat, c'est de toute façon c'est une obligation totale pour qu'on travaille sereinement, mais aussi pour produire le film. On en a besoin. Donc ça c'est évident. Mais voilà, moi je pense au troisième rendez-vous. Quand tu dis un contrat, c'est un contrat d'option ou un contrat avec... Eh ben, dites-nous. Ça dépend du projet, Ouais, j'imagine. ça dépend. Est-ce que c'est une option tout de suite, banco, j'achète Non, Golden Buzzer et on met tout En court-métrage, c'est une session. Oui, il y a pas de. C'est une session de droit. Après, ça dépend des projets, de l'environnement. Enfin, Ça va plus vite une option, mais en vrai, en court-métrage, c'est la même chose. S'il y a une option, vous aurez sûrement un contrat derrière. Enfin, je veux dire, ça doit être différent en série pour le coup. ah oui, en série, on est en option. Ouais. Moi, j'ai pas de règle pour le contrat. Il doit arriver au bon moment. C'est que euh, là, j'ai un projet, je rencontre l'autrice dans une semaine. C'est notre deuxième rencontre, et je sais que je peux déjà partir sur un contrat parce elle est prête. Elle est prête depuis 1 an même. Je l'ai rencontrée par hasard, par le biais d'une amie. Elle a son projet qu'elle a énormément pensé, qui est prêt à être développé. Donc là, ça va se faire assez rapidement. Parfois, quand on rencontre des talents émergents, pour faire émerger du texte, arriver vraiment à l'idée ferme du projet, ça va prendre plus de temps. Donc, auquel cas, on ne peut pas vraiment s'engager tout de suite parce que l'idée n'est pas encore tout à fait aboutie. Et donc, il faudra un peu plus d'accompagnement. Et moi, à titre personnel, ça ne me dérange pas du tout d'accompagner un jeune auteur ou une jeune autrice si le projet est vraiment canon et que la personne est surmotivée pour développer son projet et arriver avec une idée très claire de où est-ce qu'elle a envie de partir. Pour rebondir juste sur les gens qui t'envoient une idée plutôt qu'un projet, je l'ai déjà reçu, c'est pour ça que je dis non.
J'ai déjà reçu le mail de une ligne qui dit: «Est-ce que ça vous intéresse qu'on travaille sur un truc comme ça?» Non. Ça c'est à chaque fois je sais pas quoi répondre. Du coup, je réponds pas. Mais Parce que enfin, c'est pas une personne que tu connais. oui, non, je connais pas. Ah, d'accord. Voilà, c'est vraiment c'est la première rencontre faite par mail du coup et c'est une proposition assez vague et du coup bah, c'est compliqué. Mais effectivement, si c'est quelqu'un que je connais, avec qui j'ai déjà travaillé ou que j'ai rencontré dans le cadre d'un festival qui porte un projet qui est super intéressant, là j'ai produit un documentaire qui s'appelle Cheveux Afro pour TV5 Monde et l'autrice que j'ai accompagnée, son projet il me disait bien dès le début parce que je pense que justement il y avait un impact assez fort et qu'elle était très très motivée. À côté, j'étais en train de faire une série, donc je lui ai dit écoute, moi j'adore ton projet, mais au fait il y a encore beaucoup de travail, donc là partir sur une signature je pourrais pas, mais si tu as besoin d'être aiguillé par exemple pour aller pour quelle résidence d'écriture, qu'est-ce qui pourrait au fait nourrir un petit peu ton idée, moi je suis là pour t'accompagner et auquel cas on met plutôt en place en accompagnement jusqu'à ce que la personne arrive avec voilà un premier jet vraiment avec une idée très claire de ce qu'elle a envie de faire, quoi. Parce que je déborde un peu, je tourne aux questions, Romain, tu m'excuseras. Mais du coup, c'est vrai qu'à l'inverse, on peut se retrouver, jeune auteur ou jeune autrice, à se retrouver à écrire un retour, ah bah réécrit, on recourt une deuxième fois, une troisième fois, puis au bout de la sixième réécriture, on se dit, bah en fait, je bosse gratos en vrai. Et je bosse dans ton sens. C'est-à-dire que parce que j'ai l'espoir qu'on va travailler ensemble, donc à quel moment on met fin à ce truc-là en disant, bah, soit on décide de travailler ensemble, on pose une option et du coup on fait du développement ensemble pour pas se retrouver au bout de 6 rendez-vous et dire bah, finalement je te produirai pas parce que je produis autre chose et tu là bah, j'ai bossé en fait. Même si on aime ça, hein, c'est de réécrire. Mais je veux dire, il y a d'un seul coup une carotte qui vient jamais, quoi. Alors, en fait, je pense que dans ce que dit aussi Juste, c'est que le travail qui est suggéré d'être en résidence, c'est de continuer à travailler l'idée qui n'est pas suffisamment en forme et sur lequel en fait la prod n'est non pas en capacité, mais où il manque encore des choses avant de se dire qu'on va signer pour vraiment approfondir le travail. Parce que la résidence, c'est quand même en faveur des auteurs et des autrices. Vous avez un bureau des auteurs du CNC qui propose d'ailleurs justement sur ces projets, sur vos projets, d'être accompagné et on n'a pas besoin d'avoir une prod à ce moment-là. Parce que c'est pas assez fouillé, parce qu'il manque des éléments, peut-être parce qu'il y a un angle qui n'est pas suffisamment clair. En fait, il y a peut-être une idée, mais c'est la mise en lumière et l'impact ou l'intention n'est pas encore suffisamment claire. Donc ça demande d'être retravaillé et on ne peut pas forcément signer. Après, il y a effectivement peut-être des prods qui font travailler gratuitement alors qu'ils devraient signer. Mais ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être... Alors, je ne sais pas quelle est l'expérience de vous toutes et tous, mais je pense qu'on arrive à savoir à peu près à quel moment où ça devrait vraiment être signé, quoi. Mais en général, quand on est une prod correcte, honnête, on sait que si le projet se tient à peu près, au bout de quelques rendez-vous, 2, 3, effectivement, on se dit, bon, bah, on part ensemble et j'envoie. Déjà, il y a une espèce de comment dirais-je, deal moral entre soit avant le temps que le contrat arrive, parce qu'effectivement, parfois, il y a des auteurs qui continuent de bosser le temps qu'on fasse le contrat, mais on est déjà suffisamment clair à ce moment-là. Moi, je pense que vous devez être bien. En fait, vous devez être à l'aise. Si vous sentez que vous travaillez et qu'il y a un non-dit, et que vous posez la question de c'est quand même bizarre que je travaille et on ne m'ait pas parlé de contrat et j'ose pas le dire, bah il y a un problème. Il y a un souci en fait. Même si forcément il y a un rapport de force entre guillemets, puisque d'ailleurs ce contrat, on récupère les droits du film. Encore une fois, on n'est pas des grands méchants monstres robots. Je veux dire, moi, je trouve ça tout à fait naturel d'avoir une question en disant, et d'ailleurs, comment vous fonctionnez? Est-ce que vous signez? Quand est-ce que vous signez? Et c'est pas une mauvaise question. Comme nous, on peut poser la question, ah, tu as envoyé ton projet à d'autres sociétés. Quelles sont les sociétés? Peut-être qu'on les connaît. Peut-être que voilà, c'est plus pour eux, plus pour nous. Enfin, en fait, il faut, je crois, casser cette espèce d'idée de quatrième mur complètement fou où on se dit, on ne peut pas discuter de ça. Alors qu'au contraire, en fait, ça enlève la plupart du temps une grosse épine du pied. Peut-être que vous allez aussi vous mettre d'accord. Le prod en face de vous va dire, bah,
Oui, pour moi, il y a encore un peu de travail. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre effectivement que, là, à cet instant précis, je peux m'engager. Mais en même temps, ça me plaît, donc est-ce que c'est OK pour toi de continuer à travailler? En fait, vous êtes en droit de dire non. Il faut pas hésiter d'ailleurs. Vraiment, tout ne se joue pas sur une personne. Il y en aura plein d'autres. Vraiment, aujourd'hui, il y a autant de projets que de producteurs et de productrices. Et s'il y a plusieurs producteurs RIS qui disent qu'effectivement ça manque de maturité, c'est qu'effectivement ça manque de maturité. Donc, voilà. Et du coup, on a un peu parlé de l'agent, mais est-ce qu'il faut absolument avoir un agent pour négocier un contrat ou que- qu'en pensez-vous? Faut absolument bien choisir son agent. Et je sais que, en tout cas, je parle pour ma part, donc c'est pour séries de fiction. Après, je fais aussi beaucoup de documentaires et les autoristes de documentaires, ils n'ont pas d'agent généralement. Ça se fait plutôt de façon directe. En tout cas, les autoristes avec qui je travaille. Par contre, pour oui, la série de fiction, j'ai travaillé avec des auteurs avec des auteurs et des comédiens qui avaient des agents, d'autres qui n'en avaient pas. Et effectivement, on sent quand même la différence parce que parfois, en tant qu'auteur, si vous savez que il y a certaines questions que vous n'avez pas envie d'aborder, si vous n'avez pas envie d'être des gros lourdeaux, si vous n'avez pas envie d'aller frontalement sur les questions de thunes en disant je vais être payé tant et c'est non négociable, le fait d'avoir son agent qui part au casse-pipe, c'est quand même assez chouette pour vous. Et nous, après, c'est à nous de gérer avec vos agents. Parfois, oui, ils sont vraiment casse-tête. Mais c'est notre problème. Enfin, vraiment, je trouve que c'est assez chouette aussi parce que parfois on va parler de points très techniques de contrat en disant ce point-là on veut l'enlever, ah non mais il faut le garder absolument ou alors on le remplace par tel point. L'agent va vraiment être là pour négocier chaque ligne du contrat à votre avantage. Et, euh, et vous aurez peut-être moins l'impression que la production a caché une petite phrase incroyable dans le contrat, quoi. Je pense que c'est peut-être un petit peu plus rassurant comme contact. Après, quand je fais des trucs un peu plus courts, je sais pas comment ça se passe pour le court métrage, ça m'intéresse d'ailleurs. Agent ou pas agent du coup? Bah, nous, on a les 2. Hem, c'est du court métrage, hein, malheureusement. Non, mais c'est du court métrage, donc en vrai, c'est plutôt moi, je pense que ce qui est important, c'est sur le calendrier de paiement, quand est-ce qu'on débloque l'argent? Parce que forcément, il y a un minimum garanti, hein, comme dans tout, mais comment est-ce qu'on le développe enfin, le débloque, pardon. Donc oui, enfin, voilà. Après, nous, on a une autrice qui fait beaucoup, beaucoup de télé, qui là fait du court métrage, donc quand on a appelé son agent pour lui parler un peu du contrat, elle a fait: «Oups». Et puis bon, bah, on lui a expliqué et puis voilà, en fait, ça passe aussi par une bonne relation donc elle comprend bien. Elle veut le maximum pour son autrice donc forcément, bah, c'est un peu un petit jeu. Mais voilà, sur du court métrage, en fait, les enjeux, ils sont tellement pas là que ça va plus être sur le temps, c'est de l'argent et donc c'est aussi le temps qu'on va débloquer, tout le monde en est conscient et donc voilà, moi je trouve que la seule facilité quand on a un agent, c'est de s'enlever un poids des 2 côtés en disant: «On va pas parler de ça ensemble et on va se concentrer sur le reste» et c'est tout et c'est mieux. Mais sinon, je pense vraiment dans le court métrage que c'est pas un mal et là, on vient de signer un contrat, on vient de signer une option avec une autrice, il y a pas longtemps et en fait, mais parce qu'on a aussi une bonne relation, elle me dit: «Bah, j'en sais rien». Donc nous, on utilise les modèles de la SACD en plus, qui sont plutôt au profit, du coup, des auteurs et des autrices et on s'est posé une demi-heure et on a lu le contrat ensemble. Mais c'est bien, nous, ça nous fait des petits rappels. Et elle, elle en avait aussi besoin. Et on lui a dit maintenant, bah, prends ton temps, va voir des juristes, fais-le relire. Et comme ça, tu es assuré que tu es OK avec ça. Enfin voilà, encore une fois, désolée, c'est bon mot, mais il faut être transparent, quoi. Et du coup, l'option payer, combien, quand? Ça dépend des projets. Alors en fait, je pense que vous êtes tous au courant, toutes et tous au courant qu'il y a des accords transparence production en fiction notamment 2017 et 2023 et donc il faut voir la grille, qu'est-ce qui est concerné, c'est-à-dire que en série jusqu'à 30 minutes, 52 minutes, il y a vraiment une grille. Sur des formats courts, il n'y a pas de minimum garanti.
Voilà, en documentaire, bon, si vous n'avez pas du documentaire, mais c'est la même chose depuis janvier 2023. Il y a ces 1 000 euros plus 1 000 euros si il y a un diffuseur. Mais ça, ce sont des minimums. Après, en fonction de la notoriété de l'auteur ou de l'autrice, effectivement, ça va être plus cher. Mais en série 52, ben, on sait que c'est une Bible, c'est 6 000 euros minimum. S'il y a une convention de dev, on rajoute 5 000 euros. Si ça part si c'est greenlighté, ça part en prod, c'est 20 000 au total. Enfin, voilà. Mais ce sont des minimums. Donc, de toute façon, et en plus, les contrats, que ce soit l'option ou la cession de droit, vous avez l'obligation d'annexer ces accords de transparence. Donc, de toute façon, il faut pas hésiter à les lire, sauf si vous avez des agents, bien sûr. Mais ça ne vous interdit pas de connaître vos droits, bien sûr. Sur le site de la SACD, on a justement les minimums qui sont indiqués, on a des aides. Si on n'a pas d'agent pour nous aider, la SACD peut nous aider. Et d'ailleurs, juridiquement, on peut si les solliciter en disant j'ai cette possibilité de contrat, qu'est-ce que vous en pensez? Ils peuvent nous répondre gratuitement. Et j'ai envie de passer peut-être sur la question de comment travailler à long terme, moyen terme avec un auteur, une autrice. Est-ce qu'il y a quelle est l'éthique de travail, jusqu'à quel point on peut aller pour guider l'auteur, l'autrice dans son écriture, comment ça se passe voilà, pour le développement du projet. Je vais même coupler la question Ouais. d'après, en fait. C'est entre l'accompagnement dans l'écriture et l'interventionnisme, comment on arrive à se placer, et comment on reste sur un prod et pas un co-auteur, ça, dans la façon de travailler. Moi, ça m'intéresserait aussi d'avoir le retour un peu de la salle. Ça va être le cas, c'est prévu. Pour qu'ils puissent s'exprimer aussi. Et... Ouais. On va peut-être s'arrêter là. Bah oui, on va. Enfin, mais même en même temps que vos questions, en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils en pensent, avoir aussi leur interrogation par rapport après, à la thématique. On va faire des retours après, des questions-réponses avec vous uniquement, et pour que ce soit plus timé, géré. Mais du coup, intéressant, nous ne sommes pas des scénaristes, ou peut-être dans une autre vie, mais moi je ne suis pas scénariste. Donc en fait, on essaye au maximum, à part encore une fois ça dépend de la relation, mais on essaye au maximum de ne pas faire de propositions. Enfin là je rentre vraiment dans du technique, mais quand on travaille sur un projet, on parle toujours en termes de sensations. C'est-à-dire nous on joue un peu ce regard de se dire ok ça va rentrer dans le paysage audiovisuel, dans le PAF, et se dire ok qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce qu'un spectateur, une spectatrice va comprendre, qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Et nous, on fait un peu ce relais-là. Donc, on parle en termes de sensations, et après, on se pose des questions. C'est-à-dire, ok, pourquoi j'ai ressenti ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai ressenti ça? Et après, on accompagne, on guide. Mais on essaye au maximum de nous dire, ah là, ça marche pas, il faudrait plutôt que ça soit comme ça. C'est pas notre position. Après, on est encore très jeune, et notamment avec Orfeo, on apprend. Je veux dire, voilà, de toute façon, la société, elle a 3 ans. Donc, le maximum qu'on ait travaillé avec des autrices ou des auteurs, c'est 3 ans. Donc, il faudrait peut-être voir un peu plus sur le long terme, sachant que notre objectif, c'est aussi de passer du court au long. Donc, il faudrait leur poser la question et savoir si ça se passe bien. Mais c'est vrai que dans notre position et notre positionnement, c'est vraiment de se dire quel est, nous, notre regard vraiment de producteurs et de productrices, donc qui a à la fois ce regard très industriel, c'est-à-dire on participe à l'industrie, on connaît le marché, mais aussi de spectateurs, de spectatrices, en disant qu'est-ce que les gens vont recevoir. Et voilà, c'est tout. Vous voulez rajouter des... Oui, je trouve qu'effectivement, c'est une question qui est très importante. On n'écrit pas, on n'intervient pas. Donc, du coup, on essaye de pas dire ah mais t'as écrit ça à telle phrase. Au fait, il faut supprimer et ajouter plutôt telle phrase. Ça, moi, je pense que c'est un red flag quand vous commencez à travailler avec votre producteur et que votre producteur met la main comme ça dans votre écriture en disant en fait j'ai totalement réécrit, hein, c'est pas grave, hein, mais si, c'est assez chaud. Donc ça c'est un red flag, surtout prêtez-y bien attention. Par contre effectivement là où on est un peu les relous de service, c'est que quand on s'est vu dans les premiers temps, les premiers rendez-vous, vous nous avez dit écoutez moi j'ai envie de faire un projet je sais pas de série de fiction pour Arte. Arte a une ligne éditoriale et cette ligne éditoriale si vous voulez passer sur Arte, il faut la respecter. Nous, on va être surtout les garde-fous en vous disant, écoute,
ce paragraphe ou la façon dont tu l'as écrit ou tel personnage, je pense pas que ça va rentrer dans la ligne Arte. Donc là, il y a deux solutions. Soit on se dit que finalement on a changé de direction et qu'on va abandonner l'option Arte pour creuser une autre direction, et peut-être du coup nous en tant que producteurs on va chercher peut-être d'autres chaînes et en discuter avec vous. Ou alors vous dites non, moi vraiment mon ambition c'est d'être sur Arte, donc tout ce qui va pas, je supprime et je fais autre chose. Donc c'est vraiment plutôt ce travail-là qu'on va avoir, c'est de passer de votre texte à une réalité de terrain. Parce qu'il y a aussi la réalité de terrain je prends toujours l'exemple de l'hélicoptère, mais si vous partez sur, par exemple, un court-métrage, et dans le court-métrage, il y a un hélicoptère qui atterrit, je sais pas, sur la planète Mars, Iris, elle va vous dire on n'a pas le budget. Voilà, il faut écrire aussi. Voilà, elle va un peu ramener le texte à la réalité, et auquel cas, elle va vous dire est-ce que tu peux choisir autre chose qu'un hélicoptère pour l'atterrissage, s'il te plaît, et là, et s'il y a une réécriture. C'est plutôt ça en termes de travail. Mais d'ailleurs, je rebondis parce que je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant, c'est que bien sûr, nous, on est vos prods et il n'y a pas de souci, mais peut-être que même avant qu'on soit vos prods, les premiers prods, c'est vous-même. Et du coup, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en fait, vous devez à vous de faire tout un travail de prospection, de regarder, de connaître votre marché aussi. C'est-à-dire que par moment, on reçoit aussi des projets. Enfin, moi, je me souviens qu'on avait commencé à développer. Et à un moment donné, je dis, mais là, tu t'approches quand même vraiment, vraiment de Fleabag. Quoi? Qui? De quoi? Et en fait, il y avait ce truc où j'étais en mode, mais comment ça se fait que tu ne puisses pas connaître? Alors, pas connaître la série, on s'en fiche, il n'y a pas de souci. Mais en l'occurrence, pour une ligne éditoriale qui était Canal+, qui était tout ça, j'étais en mode, mais il faut, il faut se renseigner absolument, il faut connaître. Quand on fait du court-métrage, France 2, France 3, Canal+, Arte, OCS, enfin, il y a du court-métrage sur toutes ces plateformes, il faut les regarder, il faut aller en festival, il faut se renseigner, il faut voir ce qui est dit, il faut voir ce qui est fait, il faut connaître en fait. Nous, c'est notre rôle aussi, et un peu ça de faire les garde-fous, mais vous devez aussi de vraiment connaître ce qui se fait et ce qui se dit. Voilà, petit coup de gueule. Et je propose qu'on vienne directement à la fin au rapport de force. Et cette question est importante parce que c'était dans un précédent rendez-vous avec la FJPI, avec Pierre Hervé, qui est ton coprésident, Jus. Il disait, je crois que c'est lui qui m'avait dit, vous êtes en stress quand vous nous rencontrez. Nous, après, on est en stress quand on rencontre les diffuseurs. Ah, ça m'a fait du bien. Dire, voilà, on a chacun son... et est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous réalisez que du coup, il y a ce rapport de force de fait, puisque nous, vous êtes notre target, on est en demande. Et est-ce que vous avez conscience de ce rapport de force et comment c'est quelque chose qui peut s'atténuer? Comment vous le voyez? Comment vous l'envisagez? Moi, j'aimerais bien que tu précises le rapport de force, c'est-à-dire qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui pose souci? Il y a un demandeur et quelqu'un qui n'a pas forcément demandé. Et puis, il y a... c'est-à-dire que moi, je vais présenter quelque chose, si je parle en mon nom, je vais te présenter quelque chose en disant, en espérant quelque chose, et puis toi, tu vas peut-être juste me dire non, moi, ça va me faire un coup au moral parce que j'attendais ça, parce que j'espérais, je vais peut-être avoir du mal à redémarrer pour me retrouver quelqu'un d'autre qui pourrait me faire rêver sur une approche de travail, etc., dans la mesure où si j'arrose pas tout Paris avec mon projet. Il y a en fait, vous êtes les productions, ceux et celles, à moins qu'on décide de se partir en autoprod, mais qui vont peut-être faire que notre projet va vivre ou pas. Et donc, il y a ce truc-là de l'espoir qu'on va mettre dans la prose, qui fait que c'est très stressant d'aller, pas pour tout le monde n'est pas dans la même inquiétude, là je généralise pour la discussion, mais il peut y avoir le stress d'aller pitcher, c'est très intime. Quand on raconte une histoire, il y a toujours de nous, même si on dit mais pas du tout, je n'ai rien à voir avec ce personnage qui a 40 ans et qui porte un pull Snoopy. Et du coup, il faut vraiment se dire que c'est vrai qu'il y a un truc très humain de j'apporte mon travail à la maîtresse qui va me mettre une note. En fait, ce serait caricature, tu vois ce que je veux dire. Mais l'idée, c'est quoi? Ce serait de savoir comment doser ce rapport de force. Ouais, comment le gérer. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, que vous voyez, que vous sentez, qui vous gêne, ou que vous dites je le sais, mais je sais exactement comment le gérer parce que moi de mon côté j'ai des angoisses aussi et que vous ne connaissez pas, par exemple. Le fait que tu vois, moi après ton projet, il faut que je le défende, et c'est là que mon stress à moi il monte. C'est intéressant d'avoir ce truc-là aussi. Alors moi je me trouve
Enfin, j'essaye de me placer. En fait, je dis pas au même niveau, mais effectivement, il y a une demande, et nous, on est là pour sublimer en fait le projet d'une certaine manière. Donc après, c'est peut-être une question de positionnement, mais je pense que c'est un travail d'équipe. Je revenais à ça. Alors, je trouve qu'il y a le rapport de force, c'est beaucoup aussi le diffuseur, parce que finalement, c'est enfin, le diffuseur donc, et qui permet aussi d'avoir du CNC, de débloquer du CNC, et donc d'avoir des financements. Il y a une part de gâteau qui est quand même limitée, beaucoup de prod. Mais à partir du moment où on accepte d'accompagner un auteur, une autrice, enfin en tout cas moi je ne suis pas dans ce... Le rapport de force, il peut peut-être venir effectivement dans l'accompagnement du projet si on n'est pas d'accord sur la direction. Parce qu'il faudra effectivement peut-être, non pas imposer, mais en tout cas avancer des arguments pour dire, ben, là, c'est peut-être pas le bon chemin et il faut aller. Et je pense que, en tout cas, les réals sont. Il y a toujours cette question de l'ego. Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour les scénaristes, mais les scénaristes, je trouve qu'il y a moins cette question de l'ego. Vous ne les voyez pas pleurer le soir après. Oui, mais il y a ego et ego entre le fait de pleurer le soir dans la chaumière et être dans un rapport de force, c'est-à-dire une tension qui met mal à l'aise tout le monde. Parce que pour moi, rapport de force, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une tension et ça se passe pas bien. Donc l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'avancer ensemble, de communiquer, de partager effectivement ce qui va pas, pour faire le meilleur film possible, en tout cas rendre le meilleur document possible, scénario, dialoguer. Moi, je suis pas, en fait, là, je suis moins court-métrage, je suis plus documentaire et série de fiction, mais c'est vraiment ça. Donc, mais je sais pas ce que pensent mes camarades. Je pense que c'est hyper intéressant comme question, mais ça dépend vraiment de la productrice ou du producteur. Parce que, par exemple, pour mon cas, j'ai 31 ans. Et souvent, les talents que je rencontre ont à peu près mon âge. Et donc, du coup, il peut y avoir un premier rapport de force, en tout cas, ce premier truc de wow, la pression et tout ça. Mais au fait, au premier rendez-vous, on va vite se rendre compte qu'on a les mêmes références, qu'on a potentiellement fait peut-être les mêmes études à peu près. Et finalement, déjà, voilà, ça fait détendre, ça fait euh, baisser la pression, merci. Et après aussi, on se rend vite compte que du coup, on n'est pas... Il n'y a pas à avoir un rapport de force. En fait, on est une équipe. Et dans cette équipe-là, chacun a un rôle qui est très déterminé. Et tout au long du projet, il faut toujours valider le fait que dans cette équipe, comme chacun a un rôle très précis, il faut apprendre à se faire confiance. Ça veut dire qu'au fait, il n'y a pas de rapport de force parce que moi, en tant que productrice, je ne peux pas aller dire à mon auteur non, mais je veux que tu écrives ça parce que ce n'est pas mon travail, je suis pas autrice, je suis productrice. Et mon autrice ne peut pas venir me voir en disant non, mais en fait, le CNC, vaut mieux les aborder comme ça parce que ce n'est pas son travail. Et il faut juste que chacun reste à sa place et qu'on reste une équipe et qu'on communique et tout ira très bien. Voilà. Et peut-être juste pour rajouter, alors là, je sais que ça se voit pas trop parce qu'on est sur une estrade et qu'on est en hauteur, mais en fait, c'est assez fou comment. Je pense vraiment qu'il faut démystifier vraiment tout ça en disant c'est la première étape, la rencontre avec un ou une prod. Vraiment, c'est la première étape. Ça ne garantit absolument pas le fait que votre projet va se faire. C'est un premier début, on se tape dans la main, on dit ok, on va essayer. Et donc, du coup, je comprends totalement. Je pense que c'était plus tourné vers ça, sur ce rapport de force de quand on arrive et comment on fait pour ne pas avoir les mains moites et de ne pas trembler en se disant mais là je joue ma vie pour que cette personne accepte de produire mon projet. Mais en fait, c'est tout simplement, ça va se jouer sur une rencontre. Et si même vous l'abordez en disant oh mon Dieu, il faut absolument que cette personne signe, je pense que donc du coup, vous mettez pas forcément tous vos œufs dans le bon panier. Je sais pas si c'est la bonne expression, mais vous avez compris. Sur en fait créer vraiment une relation qui fait ok, on va se comprendre, ok, on essaye. Et c'est ça en fait, c'est une équipe, donc on va se taper dans la main. Moi, ça m'arrive d'être complètement paniquée parce que il y a quelqu'un qui a pitché un truc justement où je suis en mode waouh, c'est incroyable, il faudrait vraiment, vraiment que je puisse être sur ce truc. Et du coup, d'un coup, je me dis ouais, mais enfin, si j'arrive en tremblant et en me disant salut, ça va, je sais que je vais rater aussi, entre guillemets, cette opportunité-là.
et ça va se passer par une rencontre. Donc voilà, faut y aller doucement, faut respirer, il faut se dire surtout c'est pas la ligne d'arrivée, c'est la ligne de départ. Désolée, c'est un petit peu tristoun, mais c'est la vérité. Non, non, mais Mais juste non, pour c'est au compléter ce que vous avez dit, en fait, je me dis que les auteurs-autrices, on ne se rend pas compte forcément du pouvoir que l'on a, si je peux dire ça comme ça, parce que vous avez envie de sublimer des histoires, de produire des histoires qui vous parlent, et c'est nous qui portons ces histoires, et donc c'est encore une fois une histoire de rencontre. Donc voilà, c'est tout simple comme ça. Enfin, voilà. Oui, on est une partie indispensable du projet, mais on l'oublie souvent. Des fois, on est sur 10 projets, il y en a 2 qui voient le jour. Donc, il y a aussi une question de travail et d'ego En sur les fait, artistes. il faut avoir conscience euh, des rôles de chacun, de nos places, des droits et des devoirs que l'on a. C'est-à-dire que déjà aussi, les scénaristes, les auteurs, les autrices, il faut que vous sachiez que nous, productrices, on est, sont des, on a la responsabilité financière, juridique et de bonne fin d'un projet. Donc de bonne fin, ça veut dire que quand on a récupéré le financement, on a l'obligation de délivrer un PAD, un film. Mais financière et juridique, c'est-à-dire que vis-à-vis des financeurs, que ce soit le CNC, que ce soit le diffuseur, que ce soit des distributeurs, on a des obligations vis-à-vis d'eux. Et en fait, c'est un métier qui est complexe parce qu'on doit à la fois être à l'initiative des projets, c'est-à-dire vous rencontrer, trouver des projets, les financer, les structurer juridiquement et livrer. Donc tout ça fait qu'on porte une responsabilité qui est hyper importante. Et ça, en fait, les scénaristes ou les auteurs, les talents n'en ont pas forcément conscience. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce rapport de force, mais l'idée, c'est vraiment de travailler en équipe. C'est vraiment d'être dans l'échange. C'est vraiment de comprendre chacun vos besoins, vos besoins et nous, nos besoins, pour avancer de manière intelligente et pour faire en sorte que ça se passe bien aussi, humainement. Voilà. Merci. Beaucoup. Merci. Ah si, les derniers trucs. Juste avant, parce que ça c'était chouette, c'était aussi du coup pour justifier que vraiment vous êtes des êtres humains. Qu'est-ce que sont vos peurs, vos craintes? Tu t'en parlais justement, tu commences à dire ça. Qu'est-ce que sont vos envies les plus folles? Quelles sont vos espérances? Enfin, tu vois, qu'est-ce qui vous fait battre le cœur et... Bon, alors moi, je vais vous dire deux choses. La première, c'est, alors, faut pas le prendre comme un gros mot, mais c'est vrai que, comme vous, on a besoin de gagner de l'argent. Donc moi, j'ai envie de gagner de l'argent en produisant vos projets. Mais c'est une réalité parce que j'ai aussi un loyer à payer, le transport à payer, je dois manger. Et pour l'instant, en fait, les 3/4 des producteurs, il faut le savoir, ils sont smicards, voire moins. Donc les gros producteurs qui sont les grosses structures comme Media One, Fédération, bah oui, eux, ils ont de l'argent. Mais nous, producteurs indépendants, productrices indépendantes, on s'en met pas plein les fouilles parce que voilà, c'est dur, c'est pas facile. Donc il y a ça c'est une partie importante, mais c'est pas la plus importante. La plus importante, c'est effectivement d'être sur des projets artistiques, ambitieux, poétiques, et en tout cas de faire ça avec vous. Voilà. Alors, moi, je vais être très honnête. Moi, j'ai toujours une peur, et c'est un peu aussi ce qu'on disait sur le syndrome de l'imposteur, mais moi, j'ai peur de décevoir aussi. À partir du moment où on se fait confiance, vous placez une confiance en moi, il faut que j'en sois capable. Et je suis jeune, il y a des choses que j'apprends encore, et par moments, j'ai aussi peur de me planter. Mais comme vous pouvez avoir peur de rendre un mauvais dossier, moi, j'ai peur d'avoir oublié une ligne dans mon devis, d'avoir raté une date de commission, d'être fatiguée ce jour-là et donc du coup de ne pas avoir pris le temps aussi pour bien relire cette version et du coup de bien préparer le rendez-vous. Enfin, la peur de ne pas bien faire, elle est omniprésente tout le temps dans ce qu'on fait. Et voilà, il y a beaucoup d'enjeux aussi, c'est-à-dire qu'on vous représente, entre guillemets, donc il y a aussi ce petit truc qui fait que c'est compliqué quoi, de savoir qu'on défend bien un projet et quelqu'un derrière. Donc voilà, et après, moi, c'est ce que je disais, mais
ce que j'aime le plus, c'est quand on arrive un peu à cette harmonie et qu'on voit justement dans le même film et qu'on devient vraiment des vrais accompagnants. C'est-à-dire qu'on devient une écoute, mais on sent qu'on est utile parce qu'on nourrit la réflexion et parce qu'on avance, tout simplement. Il n'y a rien de plus beau que de se dire, là, ça y est. Là, je crois qu'on est arrivé à un truc sacrément chouette et on y va vraiment avec tout le cœur du monde au CNC en mode cheval de bataille. Pa, pa, pa. Alors moi, j'ai peur de rien. Donc, voilà. Voilà. Non, c'est super intéressant comme question. Et en plus, je pense que c'est la première fois qu'on demande à un producteur de quoi il a peur. Une producteuriste de quoi. Parce que en réalité, tout le monde s'en fout, hein. Des peurs du Non, mais si, on s'en fout au fait pas. c'est un vrai truc parce que quand on a des refus du CNC, des refus de chaîne, au fait le socle, la personne qui doit rester un peu voilà hermétique, imperturbable et vous dire à vous auteur, talent, mais non, mais t'inquiète pas, là la porte elle s'est fermée, mais t'inquiète pas, j'ai une autre porte, ça va s'ouvrir, ça peut s'ouvrir. Alors on y va, on se remet en chemin et allez, on y va. Ce qui fait que c'est pour ça que je dis que tout le monde s'en fout de la peur des prods et c'est normal parce que même moi j'ai tendance à je suis quelqu'un de nature assez angoissée d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue professionnel, quand j'ai peur de quelque chose, je prends cette peur, je mets dans une boîte à peur que je ferme et j'avance. Et à chaque fois que dans le projet j'ai un coup de chaud, je m'autorise à avoir ce coup de chaud, mais à la fin, j'enlève et puis je mets dans la boîte et puis j'avance. Parfois, il y a des nuits où pendant 2 heures, j'angoisse sur un truc complètement stupide. Et puis après, je me dis non, mais en fait, voilà, c'est bon, t'as fini. Ok, tu mets dans la boîte, tu laisses cette peur pour plus tard. Et puis quand t'as 2 secondes, peut-être tu y repenseras, mais pour l'instant, il est 7 heures, vas-y. Et donc, du coup, à force de faire ça, je pense que je pense que je suis très pudique par rapport à mes peurs en tant que productrice et je ne saurais pas les exprimer. Mais ça me terrorise. Si on ouvre cette boîte, vraiment, je ne sais pas ce qui sort. Mais en soi, moi, je suis pas censée avoir peur. Je dois être tout terrain, quoi. On y va. J'ai peur de rien. On a peur de rien, techniquement. Et on est complètement inconsciente aussi, puisque c'est un taf qui est assez complexe, comme tu disais quand même, hein. Beaucoup de responsabilités. Mais bon, si vous voulez savoir mes peurs, je vous les dirai plus tard. C'est pas très important. Ben, merci beaucoup ce coup-ci. Vraiment, on va vous passer le micro pour que vous puissiez poser vos questions. Est-ce qu'il y a un micro pour la... Ouais, Pauline. C'est bon, je peux. Ah, c'est allumé. Ah, bon, d'accord. Non, c'est une question toute simple, mais pour en revenir au commencement, c'est-à-dire à la rencontre, parce que tout ça, c'est bien gentil, mais d'abord, il faut se rencontrer. Alors, moi, je suis allée à des festivals et les producteurs, ils sont, mais harcelés. On ne les voit plus tellement il y a de scénaristes dessus. Et donc, se rencontrer à un festival, si on n'a pas pris rendez-vous avant, franchement, j'y crois pas. Alors, après, pour prendre rendez-vous avec un producteur avant, eh ben, il faut avoir ses coordonnées. Et pour ça, il faut être accrédité. Et c'est très difficile quand on débarque d'obtenir une accréditation dans certains festivals. Donc, c'est très compliqué. En fait, le plus simple pour je ne dis pas jeune parce que je ne suis pas jeune, mais pour un scénariste débutant, c'est le mail, en fait. C'est le mail. Et alors là, on prend rendez-vous. Mais est-ce que dans le mail, il faut que le mail soit court, je suis d'accord, mais est-ce qu'on peut mettre en pièce jointe un pitch ou même une pré-bible pour une série, par exemple? Est-ce que ça va? Pourquoi pas? Alors, pour les festivals, je peux le comprendre. Moi, j'ai trouvé que justement la possibilité de rencontrer des auteurs RIS, scénaristes, je l'ai fait surtout en fait avec Séquence 7. Ça avait été organisé à la SACD il y a 2 ans. C'est comme ça que j'ai rencontré Roma.
Donc j'ai assisté à pas mal en fait, de pitch organisés avec la FJPI. Et donc ça, effectivement, c'est pratique. Même pendant Paris Cours de Vent, on a en fait, alors les projets sont plutôt sélectionnés, mais en tout cas, séquence 7, il y avait cette possibilité-là déjà. Voilà. Aussi, d'accord. D'accord. Après, en festival, c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident parce que de prendre rendez-vous, parce que en fait, les producteurs, enfin, à part toi, puisque toi, tu rencontres tout le monde. Mais c'est vrai que nous, en tant que productrice, producteurs, on va chercher à rencontrer les diffuseurs, les plateformes, aller à quelques projections si c'est possible, assister aux pitchs qui sont déjà effectivement organisés. Je pensais à Fiction Télé La Rochelle, là, il y en avait pas mal. Voilà, donc c'est vrai qu'on va rencontrer moins, mais en même temps, il y a ce moment-là. Enfin, je pense à Fiction Télé La Rochelle parce que c'est pas mal organisé. Quand on est à la coursive, il y a quand même cet endroit où on peut. Alors, effectivement, il faut reconnaître les producteurs et les productrices, il faut les connaître un petit peu. Après, il y a aussi Sérimania. C'est vrai que nous, la FJPI, on organise depuis. Alors, c'est plutôt des talents des Hauts-de-France, mais c'est ouvert. On organise depuis 2021 des pitchs et one-to-one de talents qui sont d'auteurs et autrices des Hauts-de-France qui sont accompagnés par Pictanovo. Les one-to-one, c'est vraiment entre eux et les membres de la FJPI, les prods de la FJPI, mais au moment des pitchs, en fait, c'est ouvert à tout le monde. Donc tout le monde peut venir. Et donc là, vous pouvez voir aussi les prods qui seront présentes, en fait. Non. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour rencontrer, il y a aussi un moment de rencontre. C'est ça que je veux dire. Donc voilà, il faut faire feu de tout bois, en fait. C'est pas facile. C'est comme nous avec les diffuseurs. Bonsoir. Je me pose une question. C'est actuellement, chacune d'entre vous, combien de projets vous avez à différents stades? À différents stades de développement, c'est ça? Ben, Ou de catalogue aussi, enfin, du coup, non, ouais. actuellement, c'est sur quel projet vous travaillez actuellement, que ce soit développement ou post-prod ou quoi? Alors, je précise que moi, j'ai un chargé de développement. Il faut savoir qu'on est 2. Mais ouais, une dizaine. Ouais. Faut que je rentre dans les détails. Non, je sais pas. J'en ai une dizaine. Il y a 3 documentaires qui sont en développement, dans un documentaire qui va très prochainement rentrer en tournage. J'ai un projet donc, qui commence tout juste. Et j'ai la saison 3 de la série Afropolitaine on est en train de trouver les financements. Là, donc c'est la partie thune du projet. Et ouais, ça fait une dizaine de projets, je pense, à peu près. Du coup, moi, pour le court-métrage, c'est peut-être un petit peu différent, mais j'ai sorti, donc vraiment, je considère que ces films sont terminés, 4 films. Et du coup, j'en ai 4 autres qui sont vraiment en développement, en production. Je vais en tourner un au mois de mars. Et après, c'est un peu compliqué parce que du coup, c'est des projets qui sont signés, mais qui sont en écriture, qui sont en dépôt. Puis hop, le dépôt, tu passes en réécriture puisque tu réécris à la suite du dépôt. Donc c'est assez compliqué, mais je dirais qu'on brasse, oui, on brasse entre 10 et 15 projets, entre les projets vraiment là qui vont vraiment se terminer, sont en toute fin de post-prod, font leur première en festival, les projets qui vont se tourner, les projets qui sont vraiment en développement. Je pense qu'on brasse comme ça, ouais, 10-15. Pour ma part, ça doit être à peu près pareil. On a un documentaire en post-production, un autre documentaire en développement, 3 projets de séries en développement et 2 autres à venir, dont un en format court. Et en fait, on a signé aussi pour 2 courts-métrages. Alors, on voulait pas faire de courts-métrages, mais en fait, c'est aussi un moyen de rencontrer des talents, des jeunes talents. J'avoue que parce que l'économie du court-métrage est quand même un peu compliquée. Et en plus de ça, depuis 2 ans maintenant,
les diffuseurs de courts-métrages traditionnels attendent qu'il y ait déjà un financement, région ou CNC. Le CNC avait R1, c'est 5% de sélectivité, donc c'est quasi compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà, mais en même temps, c'est un beau terrain de jeu pour effectivement faire en sorte que des jeunes talents puissent s'entraîner. Voilà. Bonsoir, merci de démystifier peu à peu la figure de productrice. Je voulais savoir, en fait, au même titre que nous, quand on envoie un projet, s'il y a un tampon dessus, comme vous aviez pu le dire, ça facilite la lecture. Est-ce que vous, en tant que productrice, c'est plus facile auprès des différents financements, des différentes aides, si vous avez déjà obtenu cette aide-là avec un précédent projet, de le réobtenir? Et donc nous, en tant que scénaristes aussi, de nous orienter vers des productions qui auraient plus d'expérience? Et j'en reviens à une deuxième question. Est-ce que vous essayez de voir un peu les tendances des différentes régions, aides, CNC, etc., sur des sujets, et vous allez vous orienter plus vers ces sujets-là? Merci. Alors, pour la première question, chaque projet est différent, hein. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as eu la région Auvergne-Rhône-Alpes sur un projet que automatiquement tu vas l'avoir sur le deuxième projet, puisque en plus on parle en termes de comité de lecture. Et les comités de lecture, ça change, donc ça bouge. Il peut s'avérer que tu connaisses quelques personnes dans ce comité, mais encore une fois, normalement, si c'est bien fait, c'est vraiment la qualité du projet qui va primer. Après, moi, ce que je trouve rassurant, c'est plutôt si ta prod a déjà obtenu des financements, c'est qu'elle sait faire normalement. Donc elle connaît le système, elle est rentrée dans le système, elle connaît les interlocuteurs, les interlocutrices. Donc c'est rassurant, et c'est vrai que nous, on va chercher des tampons, mais vous pouvez aussi complètement chercher des tampons. Je veux dire, moi, si j'ai eu un film qui est passé à Clermont-Ferrand, je comprends, enfin, depuis que c'est le cas l'année dernière, je comprends que c'est rassurant aussi pour des scénaristes. Et il faut pas oser, enfin, faut aussi oser demander en disant voilà, en fait, est-ce que je peux voir les films que vous avez produits? Parce qu'en fait, ça se trouve, vous allez détester ce qu'on fait, hein. C'est possible. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à toutes les deux questions, mais C'est plus essayer de... Nous, ce qu'on fait, c'est une veille sur la ligne éditoriale des chaînes. Parce que du coup, en tant que productrice, notre boulot, c'est aussi de savoir quelle chaîne attend quel type de contenu. Et ça, on est censé le savoir vraiment sur le bout des doigts. On connaît les cases, on connaît les chargés de programme, on connaît les lignes édito. Et au fait, parfois, la ligne édito peut changer ou légèrement changer. Les éléments de langage peuvent changer surtout. C'est pour ça aussi qu'on va en festival, parce qu'on a... par exemple, là, il y a le FIPADOC au début d'année, et c'est là où France Télé va donner sa nouvelle ligne éditoriale en nous montrant tout ce qu'ils ont fait l'année dernière, et Arte et compagnie. Enfin voilà, c'est plutôt dans ces lieux-là. Par contre, tout ce qui est institution, enfin par exemple le CNC, les régions et tout ça, eux, ils n'ont pas de tendance. C'est que le CNC, si le dossier il est bon, si les cases sont cochées, si on n'a pas fait n'importe quoi administrativement, que le projet tient la route, ils nous donnent les financements. Ils vont le seul truc, c'est qu'effectivement, ils vont pas financer des projets à caractère porno ou avec un contenu illicite. Enfin voilà, ils vont pas financer des projets un peu tordus comme ça. Mais si c'est un projet qui tient la route et un dossier administratif qui est bien construit, qui est envoyé dans les temps et où il manque rien, bah voilà quoi. Après il y a une sélectivité et on l'a ou on l'a pas, mais ça dépend pas du tout de l'ère du temps, en tout cas pour les institutions. Et puis ça dépend de ce dont on parle. C'est-à-dire que si on est en série et qu'on a un diffuseur, normalement, en fait, quasi automatiquement, on a du CNC pour la prod, pour la production. juste pour ajouter un tout petit truc, moi je dirais que à la fois notre rôle, c'est de connaître un peu les lignes éditoriales, de connaître les tendances, mais à la fois c'est de connaître aussi les tendances d'après. Ce qui a été fait ne se refera pas. Si là demain vous avez une idée d'une série, un format très court avec un petit garçon notamment qui vit ses premières années au collège et qui découvre tous les principes de l'amour, malheureusement Je pense à ça Samuel. je pense à Samuel, mais
malheureusement, ça a été déjà fait, ça ne se refera pas sur... c'était Arte, hein, oui, sur Arte. Enfin, voilà, je veux dire, exactement. Et ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que souvent, on a l'impression que parce que Arte a cette ligne éditoriale et qui parle souvent de ça, et bah, du coup, il faut écrire ça. Mais alors, je pense que vraiment, c'est là où on se plante entièrement. Il faut leur proposer de la nouveauté. C'est là où il faut être malin et il faut dépasser justement cette ligne éditoriale. Et nous, c'est un peu, moi, le retour que j'ai quand on rencontre des diffuseurs. C'est à chaque fois, c'est, en fait, surprenez-nous. Et surtout, ne nous envoyez pas des choses qu'on a déjà fait. Bonsoir. Ma question, c'est lié un peu en fait à la question précédente par rapport au fait que vous parliez de comment trouver plutôt que... En fait, c'était intéressant surtout vers la fin de la masterclass parce qu'on parlait surtout de le point de vue comme si on devait trouver en production, alors que parfois je me demandais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt choisir en production? C'est-à-dire que, comme souvent, comme vous disiez, il y a beaucoup de projets qui ne sont pas aboutis, même s'il y a des options, même s'il y a toute la volonté de tous les partis de le faire. Malheureusement, il y a sûrement, comme dans tous les, comme partout, il y a des productions ils ont plus de succès, des productions qui ont moins de succès. Mais du coup, je me demandais quels sont les bons signes et quels sont les mauvais signes qu'on peut voir quand on recherche. Par exemple, on essaie de se renseigner à propos des différentes productions, comme vous disiez. Les tampons, déjà, si on voit qu'il y a en production ou des choses qui sont passées à Clermont-Ferrand, comme des autres festivals. Là, je parle surtout des formats courts. Moi, je ne vais pas spécifier. Mais est-ce qu'il y a des autres... Format court, court-métrage ou... Court-métrage, Court-métrage. je voulais dire. Pardon. Alors, je ne suis pas sûre d'avoir totalement tout compris. Discerner une bonne boîte de prod par rapport à une mauvaise boîte de prod qui va tenir mon projet un an sans l'aboutir, ou alors on va le faire et finalement elle ne va pas passer dans le tel festival donc Ouais. j'espérais. Bah, il faut rencontrer des prods. Moi, je dirais vraiment, il faut en rencontrer. Après, je me doute que c'est pas facile, mais c'est vrai que si tu as la chance de pouvoir rencontrer, je sais pas, moi, je pense aux grosses boîtes de prod, Norfolk, Grand 8, Top Shot, il y en a plein, hein, qui sont vraiment ce qu'on appelle aussi des boîtes très installées. Tu les rencontres et aussi, ça va être une grosse boîte de prod. Enfin, tu vois, je pense à Norfolk qui a gagné la Palme d'Or du court-métrage cette année. Bon, c'est super, c'est génial, c'est incroyable, mais du coup, ils sont débordés. De fait, voilà, ils sont débordés, c'est compliqué, ils ont un énorme catalogue, et ce qui n'enlève absolument pas à leur qualité, mais du coup, c'est aussi ce qu'on cherche dans une production. C'est-à-dire que ça peut être super de signer avec une très très grosse boîte parce que ça passe, mais ça peut aussi avoir les inconvénients et le revers de la médaille de en fait, voilà, il y a moins de temps, et puis il y a aussi une liste d'attente sur des dépôts parce qu'il y a plein de projets en dev, alors qu'une jeune boîte avec qui en fait que tu viens de rencontrer, qui est assez naissante, qui peut-être n'a même pas encore fait un film, mais qui connaît son travail, qui a du temps à accorder, qui tu vois, qui va aussi te faire passer en priorité, vous allez parler le même langage, ça sera beaucoup plus intéressant, je pense. Alors, il y a les sociétés de production de la FJPI. Et forcément. Voilà. Mais sinon, non, blague à part, sinon, je pense qu'en allant sur le site du CNC, il faut voir en fait les courts-métrages qui ont été produits aussi, ceux qui ont eu des aides. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui ont des scénaristes qui ont une société de production, d'autres qui n'en ont pas. Mais déjà, en regardant juste cette liste-là, ça donne aussi des idées. Et puis aller voir leur site, savoir ce qu'ils ont déjà produit, pas produit, s'ils sont à Unifrance. Enfin, voilà. Et en fait, il faut faire aussi une petite recherche. Voilà. Bonsoir. Ah, c'est à moi? Ok. Bonjour. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Je trouve votre métier vraiment passionnant et ça fait plusieurs mois que je me pose la question, j'aimerais bien passer à la production. Peut-être pas pour commencer en indépendante parce que ça me paraît quand même vachement anxiogène pour un début, mais postuler éventuellement dans une plus grosse boîte, enfin dans une structure du moins existante. Et j'aurais aimé savoir si vous avez des recommandations pour ça. Est-ce que passer par postuler sur Profil Culture, c'est la seule solution, ou est-ce qu'il y a d'autres moyens? Est-ce qu'il faut nécessairement faire une formation spécifique? Comment ça se passe? Ça dépend de ta formation déjà. Parce qu'en général, c'est quoi pour être assistant de prod, chargé de prod? En fonction de
ce qu'il y a. Enfin, j'imagine en fonction de la taille de la production aussi. Ça va dépendre certes de tes envies, mais quelle formation tu as à la base. Et puis, est-ce que tu as déjà travaillé en société de production? Faire un. J'ai un diplôme d'école de commerce et j'ai déjà autoproduit des films. Ok. 3. Profil culture, ça c'est sûr. Et puis après, rencontrer dans les festivals des sociétés aussi. Mais Ah oui, parce que du coup, juste pour. Donc, on parle bien de court-métrage? Non, pas forcément. Oui, oui, je sais, mais une société de production peut avoir une société de court-métrage. Enfin, tu sais un peu ce que. Fiction, De fiction. mais court-métrage ou long-métrage. D'accord. Ok. Bah, effectivement, si en plus tu as déjà autoproduit des films, ça peut être intéressant. Je sais pas de quand ils datent, mais si par exemple tu as un film en festival ou quoi, ça peut être aussi l'intérêt de rencontrer justement des prods à ce moment-là, parce que du coup vous allez parler le même langage, parce que vous avez des films, enfin deux films, tu vois, qui sont du coup en sélection à ce festival-là. Puis oui, je pense qu'effectivement, faut pas hésiter à faire des recherches. Alors, Profit Culture, ça me semble pas mal. mais sinon, on peut en reparler tout à l'heure. Oui, avec plaisir, merci. Non, c'est à moi maintenant. Bonsoir. Je rebondis, c'était par rapport en fait, à l'avance que vous prenez sur ce qu'on va voir plus tard. Vous essayez d'être en avance sur les tendances. Par rapport au format, les différents formats de télé ont vachement changé ces dernières années, notamment avec les plateformes. Voilà, je sais qu'Arte a fait plusieurs formats courts et c'est jamais le même temps en fonction des différents épisodes. Il y a des épisodes de 8, 10, 20 minutes en fonction des différentes séries. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous prenez en compte quand vous voyez des projets en fait est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de se dire bon bah ce projet-là c'est un projet de 10 minutes? Est-ce que c'est voilà, ou est-ce que vous le voyez en fonction du projet? Comment vous corrélez en fait la demande des diffuseurs et les projets que vous ayez sur votre table? En fait, tout part de votre projet. Donc, si vous êtes en format court, on part de votre projet. Et de toute façon, par exemple, pour travailler avec Arte, il faut envoyer déjà une première mouture. Et en fait, en fonction, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est travailler, c'est vraiment travailler même à partir d'une intention. Parfois, ça suffit d'avoir une page, 4 pages d'intention sur un projet. Et en fonction, en fait, en fonction aussi du canal de diffusion, parce que par exemple, Samuel, c'est un 30 fois 4 minutes, 30 fois 4 minutes sur arte.tv et c'est 20 fois 1 minute 30 sur TikTok. Donc vraiment, ils ont ces deux séries qui sont, qui sont différentes et pourtant c'est toujours Samuel. Donc c'est vraiment en fonction du projet, en fonction ensuite du diffuseur. Ce qui est intéressant et important de savoir, c'est que quand on travaille avec un diffuseur, même nous, producteurs, en fait, de la même manière que vous, scénaristes, vous travaillez avec un producteur, il faut faire confiance, que disait Juste, eh bien, nous, producteurs, productrices, il faut faire confiance au diffuseur parce que le diffuseur, il connaît son public, il connaît son audience. Et c'est vachement important. Et par exemple, quand j'étais responsable pédagogique du master de réalisation de doc, j'ai mis en place un nouveau module sur le documentaire dans l'environnement numérique et c'est Arte qui est venu, Gilles Fressigné, qui est venu m'aider à monter ce module. Et il y avait vraiment une partie théorique et pratique. Pratique pour proposer des projets expérimentaux sur TikTok, Instagram, tout ça. Mais sur la partie théorique, pour des réals, c'était sur l'audience. C'est-à-dire d'avoir une compréhension de l'audience et du public. Donc c'est vraiment... c'est-à-dire que nous, producteurs, il faut qu'on leur fasse confiance aussi, mais vous aussi, scénaristes. C'est-à-dire que ça, c'est aussi une donnée. Et ce que disait Iris tout à l'heure, c'est effectivement connaître les chaînes, connaître leurs programmes, peut-être pas les cases, mais en tout cas les programmes. Mais en tout cas, c'est adaptable. Et pour rentrer dans le vraiment technique, je pense que c'est important de le savoir aussi en tant qu'auteur, c'est qu'il y a vraiment deux mondes. Si vous vous adressez à du non-linéaire sur Internet, des diffuseurs comme arte.tv, comme Slash, comme TV5 Monde Plus, au fait, au niveau du format, vous serez vraiment beaucoup plus libre. Parce que, au fait, ils partent sur l'idée de oui, on va vouloir de la série, mais on va pas conditionner, on va pas se dire il faut que ce soit absolument un 10 fois 13 minutes ou un 10 fois 10 minutes, il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que l'idée, c'est
de raconter une histoire en série. C'est tout. Après, au niveau du format, c'est très très libre. Là où si vous voulez être sur quelque chose de télé, linéaire et tout ça, là, effectivement, c'est codé. Vous faites un documentaire, vous savez que vous partez sur un 52, 90% du temps. Vous pouvez aller sur un 90 si vraiment c'est la fête au village, mais sinon c'est 52. Et c'est vrai qu'en fonction de à qui vous adressez le projet, vous savez que vous avez plus ou moins de liberté et que si c'est pour la télé, faut vraiment respecter le format parce que voilà, c'est des cases, il faut les remplir. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup. Mais du coup, on va se retrouver. Merci beaucoup pour Merci. tout ça. Merci. Bah ouais, on avait mis vos photos et tout, mais c'est pas grave. On se retrouve autour d'un verre au bar, comme d'hab.